à toutes et à tous, et surtout merci et bonsoir Yves. Alors Yves et moi, on se connaît, on va dire par hasard, mais en fait depuis un paquet d'années quand même, puisqu'il Ouais. était, qu'il vivait dans, On était voisins, on on était était voisins. quasi voisins, et puis après il a émigré à Strasbourg parce que il y avait trop de lumière dans notre quartier, il fallait qu'il aille briller ailleurs. Voilà, Yves a fait de la PNL, donc c'est un milieu qui ne lui est pas étranger, mais j'ai la faiblesse de croire que c'est pas nécessairement devenu sa tasse de thé, ou en tout cas son terrain de prédilection dans son intervention. Et c'est Oui. ça qui va, je pense, nous expliquer, et avec un sujet pour lequel j'avais pas grand-chose à dire, Yves, parce que je n'y connais pas grand-chose, et donc je suis d'autant plus curieux de J'ai t'entendre par rapport à ça. j'ai choisi le thème exprès, comme ça, Ça, tu vois, je pouvais raconter ce que je voulais. Donc, absolument. c'est ça qui était cool. Mais voilà, le micro est à toi, vas-y. Ok, et après, tu auras pu voir s'il y avait des sous-modalités, toi, que tu aurais pu installer. Ok. Donc, en tout cas, je te remercie de m'avoir invité, hein. Donc, euh, c'est pas que la PNL ne m'intéresse pas, c'est que j'ai passé par enfin, je suis passé par des outils différents puisque je m'adresse à la psychothérapie. Donc la PNL est une base qui est intéressante pour comprendre certaines choses, mais c'est pas du tout un outil que je peux utiliser en thérapie. Il y a même des études qui ont été faites, des études comparatives aux États-Unis, qui montrait que la PNL pouvait même retraumatiser quand on travaille sur des traumas. Et or, moi, c'est ma spécialité. Donc, donc évidemment, le but, c'est pas de provoquer ça. Et il y a une raison, hein, il y a une raison très simple. Je vais essayer de l'expliquer un petit peu. Donc voilà, donc moi, je suis spécialisé dans les traumas complexes, les troubles de l'attachement. J'interviens aussi dans des institutions avec des personnes qui ont ce qu'on appelle des doubles diagnostics, c'est-à-dire des handicaps physiques et mentaux et des maladies mentales. J'interviens aussi, par exemple ici au Maroc, hein, je donne une formation gratuite pour l'instant là sur le trauma d'urgence parce que j'enseigne au Maroc depuis déjà quelques années et on a une collaboration avec certaines facultés là-bas et donc voilà, on est en train de former des équipes psy qui vont intervenir sur place. Donc j'ai monté une formation pour soutenir un peu la population et mes élèves aussi qui sont là-bas, qui étaient un peu en difficulté. Donc voilà, donc je me suis occupé aussi de la Croix-Rouge en Belgique, fait d'asile, bon, plein de choses. Euh, donc, pourquoi tout ça m'a intéressé? Parce qu'à la base, j'étais un enfant battu. Donc, j'étais un enfant battu, maltraité, un peu cassé, on va dire. Et donc, je me suis dit, OK, mais comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Donc, je me suis beaucoup intéressé à toutes les démarches, euh, on va dire, d'apprentissage de soi. Donc, que ce soit l'hypnose, la PNL, le MDR. Et après, je suis passé vers d'autres courants. Donc, évidemment, la pleine conscience, mais d'autres courants qu'on appelle la psychologie énergétique. Alors, c'est un terme un peu malheureux parce que ça fait un peu houhou, donc on ne comprend pas très bien ce que c'est. Bon, c'est Fred Gallo, qui est un Américain, qui a trouvé ce mot. Lui, il venait en Allemagne donner des séminaires et puis il a dit on va appeler ça Energy Psychology parce qu'on stimule des points d'acupression, comme un peu dans les arts martiaux, hein, parce que c'est aussi un des éléments qui nous rapproche. Donc voilà. Et mais en même temps, quand on stimule les points d'acupression, on active le système parasympathique et ça vient contrebalancer le système sympathique qui, lui, est activé par le signal qui nous dit que nous sommes en danger, par les mémoires, etc. Donc, comment ça fonctionne tout ça? Je vais essayer d'un petit peu vous expliquer et pourquoi je me suis intéressé aussi à l'impact des blessures d'attachement sur le management ou sur la gestion, sur la communication, parce que j'interviens aussi en entreprise depuis un petit paquet d'années et c'est un élément vraiment très fondamental. C'est notamment la compassion à apporter dans les entreprises. Et du coup, c'est connaître les blessures d'attachement. Si on ne connaît pas les blessures d'attachement, on ne connaît pas la mode de communication de la personne. Alors je sais qu'il existe plein de modèles, hein, qui ont essayé de développer, voilà, comment dire, essayer de repérer le type de personnalité qu'on avait, mais il faut savoir que tout renvoie à la blessure d'attachement. Donc si on ne la connaît pas, on peut mettre toutes les grilles de lecture qu'on veut autour de ça sera toujours tronqué parce que la blessure fait que mon système va être hyper réactif et va déclencher toute une série de réponses et de défenses, et c'est souvent ce que ces types de modèles ont développé. En gros, ils travaillent sur le symptôme, pas sur le problème lui-même. Donc voilà. Donc comment ça fonctionne tout ça? Pour un petit peu résumer. Euh,
En gros, notre cerveau, il analyse de l'ordre de 10 millions de données par seconde. D'accord? Donc, on parle même parfois de 100 millions, 400 millions de données par seconde. Donc, on va les laisser se battre, hein. Déjà, 10 millions, c'est déjà pas mal d'informations, toutes les secondes. Et donc, le but de ça, c'est que notre cerveau cherche à comprendre si nous sommes en sécurité ou en danger. Et le cerveau va toujours tout ramener à l'idée que ce danger, c'est un danger de vie et de mort. Donc, c'est pas un petit danger, c'est d'office l'extrême. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment le reliquat de notre cerveau archaïque. Que lorsque nous vivions dans la nature avec des prédateurs, le but était de savoir si on devait surveiller l'environnement direct ou si on pouvait se détendre. Donc, il faut comprendre que ce cerveau, on va dire le reptilien, le cerveau archaïque, il n'a jamais été upgradé. Donc, il fonctionne toujours comme il y a 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans d'ici. En gros, c'est l'idée qu'il y a des prédateurs. Ces prédateurs veulent nous transformer en casse-croûte. Et donc, on doit savoir si on doit se battre, s'enfuir. Et lorsqu'on ne peut ni se battre ni s'enfuir, on va faire le mort, on va se figer, on va faire shutdown, on va éteindre la machine. Ça, c'est un élément qui nous intéresse aussi parce que, par exemple, dans le burn-out, on va retrouver ce phénomène-là. Le burn-out, c'est quand le système n'arrive plus à garder la perfection, n'arrive plus à obtenir les nourritures émotionnelles ou affectives dont il a besoin, hein, en étant parfait ou un bon élément. Et donc, à un moment donné, le cerveau dit stop, parce que comme la personne n'arrive pas à le faire, le cerveau éteint toute la machine. C'est ce qu'on appelle les égostés, les états du moi. Donc ça, c'est vraiment des sous-personnalités. Et ces sous-personnalités, elles sont touchées par la blessure d'attachement. Donc, je reprends mon processus, 10 millions de données par seconde, elles sont analysées. Une fois que, donc en gros, les données arrivent dans le thalamus c'est comme un routeur, il prend l'info, il redistribue l'info. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins. Il y a un chemin qui passe par le cortex, hein, c'est notre cerveau analytique. En gros, c'est la partie de notre cerveau qui pense tout contrôler, mais qui contrôle 15% du fonctionnement. Entre parenthèses, heureusement, parce que sinon, dès qu'on s'endormirait, ben, on mourrait parce qu'on arrêterait de respirer, le cœur ne battrait plus. Bref, donc heureusement qu'il y a toute une partie inconsciente. Mais donc ce cerveau analytique, il est vraiment persuadé d'être aux commandes de notre système. Quand il a fini son job, il renvoie vers une autre partie qu'on appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est notre bibliothèque de mémoire émotionnelle. Donc elle est constituée de tout ce que nous avons vécu depuis la conception jusqu'à aujourd'hui, mais aussi d'une série d'éléments qu'on a hérités de nos ancêtres. Donc par exemple, si un de nos ancêtres a échappé au lion de Waterloo il y a 200 ans d'ici, le contexte dans lequel il y a échappé, donc la morphologie des gens, les sons, les odeurs, les saveurs, voilà, l'environnement en général, les sensations physiques, visuelles, ben, tout ça s'est transmis à travers les gènes, et dans un certain contexte de stress, ces gènes vont s'exprimer plus vite dans le but de nous aider à mieux survivre à la situation. Et ça, on l'a démontré notamment en étudiant des survivants des camps de la mort, de la Shoah, notamment les survivants eux-mêmes. Donc certains gènes s'exprimaient plus vite dans un contexte de stress, mais leurs enfants qui n'avaient pas connu les camps, c'était encore plus rapide, et les petits-enfants encore plus rapides. Donc c'est une des raisons parfois qui peut expliquer pourquoi on a une phobie d'un serpent alors qu'on n'a jamais croisé un serpent de sa vie. C'est vraiment un héritage direct de nos ancêtres qui probablement ont effectivement évité un serpent et ont transmis donc des signaux d'alerte plus rapides pour nous aider à mieux survivre à ce type de situation. Donc, une fois que l'hippocampe a fait son job, il renvoie vers les amygdales limbiques, c'est pas celle de la gorge, qui est un peu la centrale d'alarme. Il y a juste un petit problème, c'est que ce processus qui fait thalamus, cortex, hippocampe, amygdale, ça prend 2 à 3 secondes. En termes de survie, c'est pas génial, hein. C'est un peu comme si tu arrives, bon, tu t'imagines sur les tatamis, puis t'as un gars qui te fonce dessus, et puis tu dis, ah tiens, il me fonce dessus, ah il va me faire, il me fait shomenouchi, et puis ah pouf, et on a reçu le coup. Donc, où on traverse une route, une voiture surgit, et notre cerveau analytique nous bombarde d'informations dont on n'a que faire pour la survie. Exemple, ah c'est le dernier modèle BMW, ah il roule vite, ah il est rose bonbon, ah c'est une drôle de couleur ça, ah mais c'est moche comme couleur, scrooge. Donc c'est pas une bonne idée. Donc pour éviter ça, il y a une autre voie qui va bypasser le cortex et qui va directement aller aux amygdales, l'hippocampe, retour aux amygdales, et ça c'est 5 millisecondes. On n'a pas le temps de conscientiser que notre cerveau est déjà passé en mode attaque, fuite, ou je fais le mort si je peux ni attaquer ni fuir. Donc il faut comprendre que tous nos systèmes, toutes nos relations sont complètement noyées par ce système-là et sont complètement débordées par ce système-là. Donc c'est vraiment un système inconscient qui va prendre les commandes
dès que dans notre environnement, il estime qu'il y a suffisamment de points d'alerte et qui disent danger, il déclenche l'alerte générale, et l'alerte générale, il se passe plusieurs choses. Ce cerveau archaïque reprend les commandes, il coupe l'accès au cortex, il dit toi tu es très malin mais tu me ralentis pour la survie, et donc ça tourne en boucle. On a certainement tous fait cette expérience un jour de s'énerver, et à la fois on se disait mais pourquoi je me mets dans un état pareil, et on n'arrivait pas à récupérer la sauce, on n'arrivait pas à se détendre. Parce que effectivement, le système archaïque avait repris les commandes, il coupe l'accès, le cerveau, le cortex tourne dans sa bulle, mais il n'a plus de voies et moyens d'action, et donc on n'arrive pas à se récupérer, c'est trop tard. On est passé en mode attaque, fuite, ou je fais le mort. D'accord? Donc ça, c'est un des éléments. Alors, un trauma, c'est quoi? Un trauma, c'est un épisode de vie qu'on n'arrive pas à digérer. D'accord? Donc c'est souvent violent, soudain, inattendu. Et en fonction de l'âge à laquelle ça se passe, ben, on n'arrive pas ou peu à le digérer. Le cerveau émotionnel est à maturité aux alentours de 25 ans. D'accord? Donc ça veut dire que avant, quand on demande à des enfants, des ados, même des jeunes adultes de gérer leurs émotions, c'est simplement parfois impossible. D'accord? On peut essayer de donner un cadre pour essayer d'aider les enfants, les ados à apprendre ce qu'est une émotion, leur nommer l'émotion, leur expliquer comment on peut la gérer, etc., reconnaître ce qu'ils vivent. Mais bon, dans beaucoup de cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est plutôt va te calmer dans ta chambre, hein, et quand tu seras calmé, tu reviens. C'est pour ça qu'on estime qu'il y a à peu près 50% de blessures d'attachement. La blessure d'attachement, c'est donc un manque de sécurité émotionnelle et affective dans les toutes premières années de vie, mais qui peuvent s'étendre sur l'adolescence aussi, et donc ils vont provoquer des blessures. D'accord? Et ces blessures, je les expliquerai tout à l'heure, mais elles ont évidemment un lien direct avec le management et l'entreprise. D'accord? Donc, ça veut dire que quand on observe quelqu'un qui agit, on doit essayer de comprendre toujours quel est son besoin, quelle est sa peur. Donc, ce qu'on appelle les ego states, les états du moi, c'est un programme qui s'est mis en place à un moment donné dans notre existence pour pallier à notre incapacité à gérer ses émotions ou à intégrer, à digérer un trauma. Et donc, ces programmes, ce sont des programmes de protection qui vont débarquer. En gros, la partie blessée, on l'appelle ça un exilé. Donc, c'est un modèle qui vient de notamment ce qu'on appelle l'IFS, Internal Family System, système familial intérieur de Richard Schwartz, mais qui a été développé encore par d'autres. Et donc c'est un modèle qui est evidence-based. Donc il a fait vraiment l'objet d'études, de recherches, et on fonctionne comme ça. Ceux qui connaissent le dessin animé vice-versa, hein, Inside In, Inside Out, on voit des petits bonhommes dans la tête hein, de l'enfant, des parents, eh bien ça représente exactement le fonctionnement du cerveau. Et ces petits bonhommes, bon là ils sont limités aux émotions, mais ces petits bonhommes sont effectivement des éléments qui vont interagir et qui vont effectivement prendre les commandes de notre système, indépendamment des émotions, pour essayer de nous aider à mieux nous adapter à la situation. D'accord? Donc, la partie blessée, c'est ce qu'on appelle l'exilé. Cet exilé va développer ce qu'on appelle un fardeau. Un fardeau, c'est-à-dire une souffrance. Donc, ça se traduit par de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, de la tristesse, évidemment, parfois de la colère, mais c'est principalement tristesse, peur, angoisse, anxiété. Le but de cette souffrance, de ce fardeau, qu'on appelle aussi le premier degré de dissociation, hein, ceux qui se coupent, hein, eh bien, il n'est pas là pour nous faire souffrir, il est là pour attirer notre attention sur la blessure pour qu'on s'en occupe. Sauf à nouveau que si je suis trop jeune, trop petit, mon environnement n'est pas sécure, ben je n'y arrive pas tout simplement. Donc au bout d'un moment, j'ai un deuxième type de sous-personnalité qui va apparaître, qu'on appelle les protecteurs. Et dans les protecteurs, on a d'abord ce qu'on appelle les pompiers. Les pompiers, ben, simplement parce qu'ils vont chercher à éteindre cette souffrance. Ils veulent limiter la souffrance pour éviter qu'elle ne déborde dans tout le système ou que la partie blessée ne souffre encore plus. Donc, on va voir apparaître ce qu'on appelle le deuxième niveau de dissociation. Et donc, dans ce deuxième niveau de dissociation, on va repérer les TOC, les ruminations mentales, les addictions, les phobies et tous les comportements excessifs. Workaholic, sexaholic, sportaholic. Parce qu'au départ, ces comportements vont me couper de la souffrance. Mais évidemment, ils ne réparent pas la blessure. Et donc, c'est un des problèmes, par exemple, PNL ou hypnose. Dans beaucoup de cas, on travaille sur le symptôme. Hein. Arrêter de fumer, par exemple, ou diminuer ma boisson, maigrir. Le problème, c'est que souvent, tous ces mécanismes-là sont des mécanismes d'évitement de la souffrance. Et si on ne travaille pas sur l'origine, eh bien, on va juste déplacer le symptôme. Donc, on va reprendre la cigarette, ou on va commencer à boire plus, ou on va commencer à travailler comme un fou, à faire du sport, à ne plus s'arrêter, etc. Et donc, ce sont des vases communicants.
Donc c'est super intéressant de repérer quelle est l'origine de cette blessure. Et là, on va normalement chercher ça dans l'année qui précède l'apparition du symptôme, si c'est pas un déplacement de symptômes. D'accord? Sinon, on doit rechercher un peu plus loin. Donc, ces mécanismes de défense, pompiers, à un moment donné, évidemment, vont dysfonctionner. Pourquoi? Parce que ben, la souffrance est toujours là, donc le système ne suffit plus. Donc, on a un deuxième pompier qui va apparaître, un troisième, et là, c'est ces fameux vases communicants. Donc, au bout d'un moment, on aura aussi un deuxième type de protecteur qui va arriver pour essayer de calmer le jeu, qui va dire, oh là là, tu bois trop, tu fumes trop. Et donc, c'est une sorte d'autocritique, hein, c'est un peu notre critique intérieure, ou parfois ça vient aussi de l'extérieur, la famille, l'environnement, les amis se rendent compte qu'on dysfonctionne et nous le nomment. Et donc, on ne peut plus se le cacher, on ne peut plus le cacher et nous le cacher à nous-mêmes. Et donc, on commence évidemment à être coincé. C'est ce qu'on appelle les polarisations. Et c'est là qu'on va trouver des systèmes, par exemple, qui peuvent complètement se figer avec la procrastination, par exemple. Une part de moi voudrait me mettre en avant pour obtenir de la reconnaissance, mais une autre part de moi qui a été humiliée va dire « Ah non, non, surtout, on reste bien à distance ». Et donc, il y a des luttes. Hein. Donc, c'est vraiment des combats. S'ils sont de force égale, eh bien, la tension continue à monter, c'est complètement figé. Si c'est le pompier qui gagne, ben, les managers, les parties contrôle vont commencer à toquer à la porte en disant « Mais non, tu bois trop, tu manges trop ». Et si c'est le manager qui gagne, on va reconnecter avec la souffrance, et du coup, on va récupérer un symptôme, le même ou un autre, et on est reparti. Donc, dans tout ça, on a ces fameuses blessures d'attachement. Et donc, c'est à ça que je voulais arriver. Les blessures d'attachement, donc lorsqu'on a eu cette insécurité émotionnelle et affective dans les premières années, eh bien, notre système va devoir compenser et s'adapter à l'environnement, et donc il va essayer de trouver des grilles de lecture, parce qu'il ne les obtient pas de l'environnement, donc des donneurs de soins, de leurs parents, des grands-parents, etc. Et donc le système va chercher à construire ces fameuses sous-personnalités. C'est comme ça qu'on va voir apparaître ce qu'on appelle l'exilé, hein, la partie blessée, les pompiers, les managers. Il faut savoir que le roi des pompiers, c'est la tentative de suicide, par exemple. Parce que le système pense qu'il y a vraiment plus d'espoir, et donc il veut éteindre la machine complètement. Et le roi des managers, c'est ce qu'on appelle le self-like, un like comme le self. Pourquoi? Parce que le self, c'est un espace qu'on a étudié auprès des enfants entre 1 an et demi, 3 ans et demi. C'est un espace qui est vraiment commun à tous les enfants. Donc c'est un espace où nous sommes dans une curiosité spontanée. On ne se demande pas si on est aimé, on le sait, on le sent parce qu'on le vit dans nos tripes. Et donc il y a du courage, les choses sont claires, sinon on pose des questions par cette curiosité. Il y a de la compassion spontanée, de l'empathie spontanée. Donc on a beaucoup étudié les enfants, notamment en Allemagne, sur l'empathie, la compassion spontanée. C'est vraiment un élément qu'on retrouve chez tout le monde, sauf si on n'a pas eu l'occasion de faire cette expérience. Cet espace est là, mais il n'est pas connecté avec notre conscience. Donc on doit essayer de dégager ces épisodes traumatiques simplement et retravailler sur la compassion notamment, qui va jouer sur la confiance en soi. Une blessure d'attachement va empêcher la construction de l'estime de soi, qui va donc limiter la confiance et limiter l'affirmation de soi. Attention, il ne faut pas confondre ces qualités avec des comportements. Par exemple, on peut trouver des gens qui sont complètement extravertis, mais qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Hein, c'est le syndrome du clown triste. Robin Williams, je confonds toujours avec le chanteur, l'acteur, pas le chanteur. C'est ça, Robin Williams. Hein. Par exemple, qui était un gars incroyable et qui se suicide parce que voilà, il était clown triste entre guillemets, et aussi parce qu'il il avait appris qu'il avait une grave maladie et il était tellement dans la peur de vivre avec cette maladie qu'il a décidé de mettre fin à ses jours. Donc, ce sont vraiment des mécanismes qu'on ne contrôle pas. Parfois, c'est des passages à l'acte, donc il faut faire attention. Donc, la blessure d'attachement, elle va nous impacter dans le management, que ce soit dans nos relations intimes, amicales, copains et évidemment professionnelles. Donc, en gros, il y a 4 profils types dans la blessure d'attachement. Il faut savoir que ce sont des choses qu'on étudie depuis relativement peu de temps. On a démarré dans les années 50, et c'est surtout depuis une vingtaine d'années qu'on s'est vraiment intéressé à ces programmes, à ce qu'on appelle ces ego states, ces états du moi. Donc avant, c'était plutôt de l'éthologie, on regardait comment les animaux fonctionnaient, avec les figures d'attachement,
Lorentz, par exemple, il observait, il était le premier objet que voyaient des poussins ou des canards quand ils naissaient, et on voit plein de films où il est suivi par une meute de, de canards, il va nager, etc. Ils sont 20 à le suivre, simplement parce que c'est la figure d'attachement, d'accord? Chez l'être humain, ça fonctionne aussi, mais bon, il y a quand même un petit peu plus de complexité. Donc, la blessure d'attachement, et j'aimerais que vous cherchiez à repérer dans votre environnement, bon, ici on va dire professionnel, essayez de repérer un peu d'abord où vous situez-vous et qu'est-ce que vous repérez peut-être chez certains de vos collègues. Donc, 50% de personnes avec une blessure, la moitié, donc 25%, c'est un attachement qu'on appelle anxieux. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin d'être rassurées tout le temps. Elles sont très fusionnelles. Donc, si elles envoient des messages, si elles envoient un mail, elles ont besoin d'un SMS, elles ont besoin d'une réponse rapide, ou sinon elles vont commencer à ruminer, hein, donc le fameux pompier, en se disant aïe aïe aïe, il est mort, qu'est-ce qui se passe, il est fâché, il me trompe, etc. Donc, il commence à se faire énormément de films. Une personne sur quatre. Une personne sur cinq, c'est détaché évitant. Donc, c'est l'opposé. Des personnes très froides. Le visage est plutôt fermé, le contact, ils ont du mal à être touchés, ils n'aiment pas être touchés, ils vont pas prendre dans les bras par exemple, etc. Ils pourraient même avoir tendance à couvrir l'autre de cadeaux parce que c'est moins dangereux que de dire je t'aime, c'est moins dangereux. Si on reprend les deux premiers cas de figure, au niveau des entreprises, qu'est-ce qu'on peut observer? Si vous avez un équipier, un collègue ou un manager qui arrive et qui est très anxieux, ça va se traduire comment? Eh ben, il va venir dire, tiens, Christian, ce que j'ai fait, c'était bien, c'était OK pour toi? Hein, et il va te le demander, mais 10 fois par jour, 20 fois par jour. Il va chaque fois venir chercher la reconnaissance pour être sûr et certain que c'est juste. Parce que son système est en vigilance permanente et il pense qu'il n'est pas à la hauteur et il y a un manque d'estime de soi. Et donc, il va toujours, toujours venir contrôler chez l'autre. S'il tombe sur un manager ou un collègue qui est détaché évitant, qu'est-ce qui va se passer? Le détaché évitant va se sentir complètement envahi. Parce qu'il va lui dire une fois, ou non, ça va, mais si la personne vient lui redemander une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois, à un moment, son système, il va faire shutdown. C'est un peu cours après moi que je t'attrape. Plus la personne anxieuse va aller courir derrière le détaché, plus le détaché va se détacher, parce que c'est insupportable. On retrouve ça dans plein de couples aussi, évidemment, hein. Des gens qui ont besoin de toucher, tactile, quelqu'un qui est détaché évitant, il ne supporte pas. Donc dans un premier temps, il va faire des efforts, mais après, ça va venir vraiment l'envahir, et il va passer en mode attaque, fuite, où je fais le mort. Dans les 5% qui restent de la population, il y a ce qu'on appelle les désorganisés. Ça, c'est aussi euh, c'est c'est un attachement qui est vraiment très particulier parce que la personne pense qu'elle contrôle, qu'elle est très calme, mais de temps en temps, elle explose vraiment, hein, comme un volcan, et on ne sait pas prévoir. C'est-à-dire que je fais une catastrophe, la personne va rester calme, va dire, écoute, c'est pas grave, tu apprends. Et puis je fais une bêtise, mais ridicule, hein, je renverse un verre, 3 gouttes d'eau, hein, toute la relation, toute la situation est remise en question. C'est vraiment Attila le 1, Taras Bulba sur la plaine, c'est tabula rasa, il écrase tout, hein, il détruit tout, parce que c'est insupportable. Hier soir, je mangeais avec un chef responsable de vente, donc un commercial d'une assez grosse boîte internationale, et il m'expliquait ça, c'est qu'effectivement, voilà, il y a dans les suivis au niveau du marketing, ça ne suit pas. Donc il y avoir un mail, deux mails, trois mails, quatre mails, cinq mails, six mails, sept mails, et puis la huitième fois, il explose. Et alors il incendie tout, à tel point que ça remonte évidemment dans toutes les directions jusqu'aux États-Unis, puis ça redescend jusqu'à lui en Belgique, et il se fait taper sur les doigts, et alors il explique, oui, mais là tu vois un mail, mais t'as pas vu les sept autres, hein, où j'ai demandé gentiment qu'on fasse comme ceci ou comme cela, mais les gens ne comprennent pas, ils ne font pas, et donc à un moment donné, ben oui, c'est insupportable, etc. Et donc ça, c'est typique attachement détaché, enfin plutôt attachement désorganisé, c'est typique. C'est très très compliqué à gérer dans une équipe parce que on ne sait jamais quand ça va exploser. Donc il existe des outils qu'on peut utiliser pour éviter ça. Et alors le quatrième figure d'attachement, blessure, pardon, c'est ce qu'on appelle les ambivalents, donc les mixtes, qui vont reprendre deux, parfois trois des premières catégories. Et c'est très souvent, évidemment, avec les parents qu'on a eu, les donneurs de soins. Hein, si on a eu un parent qui était lui-même ambivalent, désorganisé, détaché évitant, avec une autre qui était anxieux, ou aussi détaché évitant, ben on va reprendre. En gros, les neurones miroirs,
hein. C'est par eux qu'on apprend le plus quand on est très très jeune, hein. Donc en gros, on apprend par l'observation et on régénère, on recrée ce que l'on a vu, hein, de ce qu'on a vécu, on reproduit les mêmes choses. Eh bien, ces neurones miroirs vont nous impacter très fortement au niveau de l'attachement et on va reproduire les mêmes schémas. Donc, quand on repère ça, moi, ce qui m'intéresse quand je suis en entreprise, c'est aller repérer ça. En gros, c'est un peu comme ces fameuses sous-modalités dont je parlais tout à l'heure. C'est comme s'il y avait des couches, d'accord, sur lesquelles on va essayer d'intervenir. Mais si je ne comprends pas la blessure d'attachement de la personne, s'il y en a une, euh, je ne sais pas aider la personne en réalité. Parce que si je m'adresse à une personne comme s'il était détaché, évitant, donc coupé, alors qu'il est complètement débordé par ses émotions, bah, évidemment, c'est un vocabulaire qu'il ne peut pas entendre. La personne ne comprendra pas. Donc il faut que j'adapte ma façon de parler, de communiquer avec quelqu'un qui est anxieux, en le rassurant, en lui expliquant que bah, oui, c'est un programme de fond, hein, qui est probablement là. Ça vaut peut-être la peine d'aller le travailler en thérapie, puisque c'est pas en coaching qu'on va le faire, hein, puisqu'on ne va pas dans le passé normalement. Et donc, on va expliquer tout ça. À côté de ça, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour stabiliser. Hein, on peut faire du tapping, par exemple, hein, stimuler des bords, des points d'acupression. Si j'appuie sur les points d'acupression, ça active le parasympathique. Le parasympathique, c'est le frein, là où le système sympathique, l'accélérateur, s'est activé pour me donner les moyens de la survie. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, dès que vous observez que votre cœur s'accélère, la respiration s'accélère, c'est que votre corps est passé en mode combat. J'attaque, je fuis. Et s'il peut ni attaquer ni fuir, alors il va se figer. Hein, shutdown, j'éteins la machine. Donc, dans l'attachement, c'est donc assez primordial de repérer, on va dire, quel est le style d'attachement que nous avons et que nos interlocuteurs ont, parce que je ne communiquerai pas de la même manière. Tu me permets Si une je... question, tu me permets une petite question? Oui, vas-y, bien Tu sûr. as, tu m'as, tu m'as, t'as cité ces fameux quatre types, tu appelles ça déghosted, c'est ça en fait. Ce sont des réponses ou ce sont vraiment des figures d'attachement qui naissent des blessures? Ou Alors, ou c'est oui, une donc manière c'est un de... style d'attachement qui naît des blessures. Donc en gros, si l'attachement n'est pas suffisamment sécure, je vais développer un attachement anxieux ou détaché évitant, ou ambivalent, ou mixte. D'accord? Et ça va vraiment dépendre de l'environnement. Mais ce sont toujours les mêmes réponses. Parfois, on divise détaché et évitant, parce que il y a des petites nuances entre les deux. Détaché, c'est vraiment coupé. Évitant, on va chercher, voilà, on va jamais aller chercher le conflit, par exemple, hein. On va toujours, même si on devrait poser un cadre strict, on ne le fait pas, hein. Et donc ça va générer évidemment des tensions diverses dans les relations et au niveau d'une entreprise, ça peut être vraiment catastrophique. Dans les institutions où j'interviens, c'est un classique. On a des chefs d'équipe qui n'osent pas recadrer certains membres du personnel et du coup, ben, les autres membres du personnel commencent à en avoir marre, se démotivent et ça fait une augmentation des burn-out. Simplement parce que les personnes sont démotivées, n'ont plus confiance dans l'institution, en tout cas dans les responsables, et du coup ça dérape complètement. Ouais. Et pour encore mieux comprendre par rapport à cette blessure d'attachement, tu dirais c'est par rapport à une sorte d'idéal d'amour inconditionnel qui n'est jamais satisfait par définition, qui provoque une réponse ou pas. Non, non, c'est pas ça. En gros, si on a un attachement sécure, l'attachement sécure, il n'y a aucun problème, hein. Donc les enfants qui ont eu des parents qui étaient présents, ni trop ni trop peu, qui ont posé un cadre strict, mais pas trop strict, ni trop laxiste, ces enfants-là, quand ils naissent, ils savent qu'ils sont aimés. Donc ils se posent pas la question, hein. D'accord. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que dès qu'on se pose la question, ça démontre qu'il y a déjà une blessure. Mhm. Parce que normalement, si je suis dans un environnement qui est sécurisé, je me pose pas la question, je vis ma vie, un enfant, on le voit, il expérimente plein de choses, il se casse la figure, il se relève, il en fait pas tout un pataquès. Mais si dans l'environnement, les parents font «Ah là là, mon chéri», etc., ben, ça devient du conditionnement. Et évidemment, ils vont se dire «Ah, là, j'ai fait un truc, c'était dangereux», et donc ils vont commencer à imaginer qu'il y a un danger, et donc on est parti là-dedans. Donc, il faut faire très attention, évidemment. Moi, je me rappelle avec bon, j'ai 4 enfants, j'ai deux grands, deux qui sont ados. Je me rappelle mon fils aîné, Hugues, quand il tombait, je rigolais. Je faisais, oh là là, mon chéri, qu'est-ce que tu as fait? Alors, du coup, il tombait, il était surpris, évidemment, puis il se relevait, puis il repartait. À un moment, on m'a quand même dit, Yves, que c'est sympa, mais bon, parfois il peut vraiment se faire mal. Je dis, bah oui, mais enfin, j'entends quand même la nuance quand il se fait mal ou quand il s'est fait peur, tout simplement. S'il s'est fait peur et que je commence à faire, ah, évidemment que lui va interpréter quoi? Ah, j'étais en danger, papa, maman, au secours, et poum.
Alors que si je l'accueille en disant, bah, alors qu'est-ce que tu viens de faire? Hein, donc avec un sourire, bah, il est rassuré, et puis on lui explique, il dit, bah, Carloulou, si tu fais comme ça, bah, il va se passer ça, si tu fais comme ça, hein, normalement ça ne se produira pas, ou il va se passer autre chose. Essaye, d'accord? Mais par contre, s'il se fait mal, effectivement, bah, il faut l'accueillir, c'est-à-dire on le prend, on l'accueille, on accueille ses émotions, on les nomme, on lui explique ce que c'est, et puis voilà, on crée du lien et on rassure. Donc voilà, donc c'est vraiment des mécanismes de défense, si tu veux, d'adaptation à l'environnement qui défaillent. C'est un Et environnement jusque quel défaillant. âge? Alors, tu as dit mature pas avant 25 ans, et ce phénomène peut se produire jusqu'à 25 ans pour être à l'extrême. Alors, la blessure d'attachement, c'est vraiment dans les premières années, D'accord. sauf si tu as, par exemple, ça peut encore se produire parfois au moment de l'adolescence, si par exemple il y a un deuil. Si tu perds un parent, hein, aussi, ou je sais pas, aussi il y a une catastrophe au niveau de ton environnement, ça pourrait générer de l'angoisse de fond. Par exemple, il y a un phénomène qu'on ne mesure pas assez, toutes les personnes qui font de l'international, hein, donc en général ils ont un poste pour 2 ans, 3 ans max, et puis ils changent de pays. Eh bien, s'ils ont des enfants, c'est chaque fois des ruptures de lien pour l'enfant, puisqu'ils Ah. perdent tous leurs repères. La classe, le quartier, les amis, les copains, tout ça, c'est des ruptures de lien. Et donc, ça va générer d'office des blessures d'attachement. Donc, quand j'accompagne en humanitaire, des choses du genre, je vérifie toujours parce que c'est un des grands classiques. On ne s'en rend pas compte, mais il y a vraiment besoin d'une certaine réassurance. Ou c'est des personnes qui vont construire des relations, mais qui sont très volatiles. C'est-à-dire que, voilà, on change, c'est pas grave. Hein, attachement détaché évitant, on passe à autre chose. Dans une relation, c'est ce qui se passe. Un détaché évitant, il arrête une relation, il coupe, il souffre pas et il passe à autre chose. L'anxieux, lui, ce sera évidemment l'inverse. Il va être complètement dévasté parce que c'est vraiment voilà, c'est comme une blessure d'abandon, de rejet. Donc il va devoir la travailler. Donc voilà. Mais donc dans les entreprises, c'est la même chose. Il suffit juste de repérer la façon dont les personnes sont en interrelation et dans leurs comportements principaux, du coup, je sais comment je peux leur parler. Un anxieux, je dois d'abord rassurer, nommer, je vois, je comprends. Voilà, je vais lui expliquer effectivement que c'est probablement une blessure intérieure qui fait que il y a une estime de soi qui n'a pas pu se développer correctement. Mais si j'ai affaire à un détaché évitant, ce sera beaucoup plus compliqué parce que ces personnes pensent qu'elles n'ont pas de problème. Sauf qu'elles reproduisent des schémas où elles vont affoler les autres. Vous avez déjà vu l'expérience du still face? J'ai la question de savoir si on peut avoir chez une même personne un peu des quatre Oui, oui, comportements, des quatre styles justement, tout à fait, tout à fait. et que peut-être certains styles qui n'étaient pas quand même présents, pas développés forcément dans le plus jeune âge, peuvent quand même, par un traumatisme dans la vie de cette personne ou quoi, peut quand même développer, comme par exemple un évitant. Un détaché évitant pourrait être très anxieux, par exemple. C'est ce qui pourrait provoquer aussi ce détachement, par exemple. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que, donc par exemple, donc, le style d'attachement sécure ou insécure va venir des parents Oui. ou des donneurs de soins, d'accord? Mhm. Donc, si un des parents était anxieux et un autre était détaché évitant, on va prendre un petit peu de chaque. Si un en plus était détaché évitant et par exemple désorganisé, explosait parfois, ben on va prendre peut-être des trois. D'accord? Alors, ce qui se passe, D'accord. c'est que le style d'attachement peut évoluer si on travaille sur soi. Donc, par exemple, bon, moi j'étais un enfant battu, mon attachement premier était ambivalent, anxieux, détaché, évitant. Je pouvais me couper très très fortement. D'accord? Mais quand j'ai commencé à travailler sur moi, hein, pour me réparer un peu toutes ces blessures, eh bien, j'ai évolué de plus en plus vers, au départ, le détaché évitant. Hein, voilà, je ne me ressentais plus spécialement, je pensais que j'allais bien, sauf que je n'allais pas bien parce que mes systèmes de défense s'activaient. Jusqu'au moment où j'ai vraiment pu travailler jusqu'au bout, et là je suis devenu un attachement sécure. C'est-à-dire que quand voilà, quand je suis confronté à des choses, je ne les prends pas au premier degré, j'observe la part de moi qui s'agite, je l'accueille, je m'occupe d'elle, je la rassure, comme un bon parent le fait avec son enfant. Sauf qu'aujourd'hui, ben, nous sommes adultes, donc c'est à nous évidemment de pouvoir le faire avec nos parts, nos programmes, quand ils sont encore activés. S'ils étaient plus du tout activés, ben, on s'appellerait tous Bouddha et Boudette. Hein, donc, ou Bouddha et ses boudettes, on serait totalement zen, et évidemment, il n'y aurait plus de problème. Hein, donc, Mhm. mais on est humain, donc c'est normal qu'on ait parfois des up and down, hein, des hauts et des bas. On va regarder la vidéo. On va regarder Merci. la Oui, J'espère vidéo que vous allez merci. entendre, hein. Vous dites si vous n'entendez pas, In hein. the still face Alors, experiment regardez that the bien ce qui mother se did was passe. she sits Bon, là, down on ne and va pas she's entendre les cris du playing with bébé, her donc tant baby mieux. who's about a year of age. I'm like a girl.
and she gives a greeting to the Et baby. ça, c'est The vraiment les baby neurones gives a miroirs, greeting hein. back Donc to le her. bébé va reproduire ce qu'il This voit, baby starts et puis il va essayer de pointing at mettre en different places in application, the il world, montre. and the Donc, mother's trying hein, to le but, c'est vraiment engage attirer and to play with l'attention her. pour qu'on fasse la They're même chose. working to coordinate Il va their babiller, emotions crier, and their jouer, intentions, sourire. what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother Voilà, la maman se retourne, to not elle respond fait to the poker baby. face, hein, donc still face. Regardez la différence. The baby very quickly picks Tout de up suite, on on voit la this, réaction du and bébé, then hein, she qui se dit, oula, uses qu'est-ce qui se all of her passe? abilities to try and Donc get il the mother pointe le back. haut, She smiles at the mother. il sourit, She points because she's used to the pointe mother du looking doigt. where she points. il va essayer The de baby crier, puts both bouger, hands up in le front of prenne dans les her, bras. says, "What's happening here?" Voilà, il fait une grimace. She makes that screechy sound. En gros, il at comprend the pas ce qui se mother, passe, d'accord? Come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when Bon, heureusement, ils they vont pas don't faire ça get trop a longtemps, normal hein. reaction, they react with negative Voilà, donc à partir de emotions, 2 they minutes, turn à partir de away, ça, they il feel va the stress commencer à of it, s'éteindre. they Vraiment, actually de lose moins en control moins de of their réactions. posture because of the stress that they're experiencing. Donc imaginez maintenant que vous êtes en entreprise et vous avez un manager qui vous regarde comme ça. Ben, si vous sentez que vous êtes activé, ben, c'est à cause d'une blessure. Il y a certainement une blessure qui vient appuyer sur le bouton, qui dit danger, et It's donc vous êtes en train de the réagir. good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad Oui, is c'est when vraiment impressionnant. Donc par exemple, quand donc mes deux plus jeunes enfants, quand ils étaient vraiment petits, leur maman a fait... En gros, elle a eu un moment où elle a voulu aller explorer tout ce qui était l'éveil. Donc elle est partie aux États-Unis, elle est rentrée dans un groupe qui était un peu spécial, et j'avais dit à mes amis, elle ne reviendra pas, elle va rester aux États-Unis, etc. Il y avait déjà des blessures d'attachement détachées évitantes très très fortes chez elle, donc je dis le fait qu'elle soit à distance et qu'elle rentre dans un groupe où beaucoup de ces personnes ont abandonné, ont laissé leurs enfants, je dis, elle ne reviendra pas. Bon, des potes m'ont dit, mais enfin Yves, t'es fou, elle va revenir, elle adore ses enfants. Je dis, non, non, vous allez voir, c'est une blessure et son système, il va être interprété, enfin, il va être encouragé par des personnes qui ont fait la même chose, et donc elle ne reviendra pas. Et donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, Yeshua avait 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi, et Ève, 2 ans et 3 mois, on va dire. Et donc, leur mère est revenue quelques jours après presque 1 an. D'accord? Donc pendant 1 an, voilà, elle faisait des Skype, mais elle n'était plus revenue. Quand elle est rentrée, Yeshua, donc qui avait à ce moment-là 4 ans et demi, est en train de jouer dans une pièce à la maison. J'étais à Assès à l'époque. Et elle est rentrée, elle a fait bonjour Yeshua. Yeshua a fait bonjour maman et a continué à jouer. Donc pas de réaction hein, de courir dans les bras, etc. Parce que il avait acquis pour lui la croyance que c'était dangereux, en gros. Hein. Donc détaché évitant, c'est parce que on court vers le parent qui est censé nous aimer, et puis parfois on s'en ramasse une, parfois on est pris dans les bras, donc à un moment l'enfant ne sait plus comment réagir, donc il se coupe, il se met à distance. Donc c'est quelque chose que j'ai dû travailler avec lui, hein, donc quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, oui, ça c'est pas bon, donc par exemple, ben, j'allais le prendre dans les bras tous les jours, hein, à partir de 16 secondes, 17 secondes, on sécrète de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, et donc je le prenais dans les bras tous les jours. Bon, déjà parce que j'aimais bien ça, mais en plus vraiment pour l'aider à reconstruire ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon là il a 17 ans, là le petit loulou, et donc Yeshua aujourd'hui, ben, par exemple, voilà, il y a encore, parfois c'est encore plus à distance, mais parfois il vient spontanément prendre dans les bras, ou dire je t'aime, ou des choses du genre. Donc voilà, on a réparé une grosse partie déjà de cette blessure, en sachant que le reste, ça lui appartient, c'est lui qui doit faire ce cheminement, mais on lui a donné la possibilité de le faire. Ma fille, c'est l'opposé. C'était Ève, c'était vraiment complètement fusionnel, hein, anxieuse, angoissée, et là maintenant, voilà, elle a 15 ans, mais elle est équilibrée par rapport à ça, elle a encore beaucoup d'émotivité, mais voilà, ça c'est le côté un peu HP, mais sinon, les choses se sont posées. Donc, tout ça pour dire, donc, c'est super important de repérer comment les personnes vont se comporter, hein, vraiment le non-verbal. Je rappelle, le non-verbal, c'est 90%, 90% de la communication. Donc, c'est pas tellement le verbal qui nous intéresse, c'est le non-verbal. Comment la personne agit, comment elle se comporte
qu'est-ce qui se passe dans l'expression, son visage, etc. Il y a une raison, par exemple. Vous avez peut-être déjà observé que parfois, vous avez des personnes qui ont des migraines récurrentes ou du bruxisme, des mâchoires tout le temps serrées, tendues. Ok. Vous avez déjà observé ça? Eh bien, ça, c'est le trijumeau, qui est un nerf. Hein. Le nerf, il fait le tour des yeux. Il monte, il descend le long du nez, il fait mâchoire supérieure, mâchoire inférieure. Quand on observe ce type de symptômes, c'est que la personne est probablement en figement, freeze, que son système dit il trotte danger. Et donc, en gros, le visage cherche à ne rien montrer, parce que c'est comme ça dans la nature qu'on échappe au prédateur. Si je fais aïe quand on me mord, ben, le prédateur voit que je suis vivant et continue à me manger. Donc on se fige complètement, on se tétanise. Et chez l'être humain, c'est avec notamment le visage qu'on va le repérer. Hein, le still face, ou le visage qui ne montre rien, ou tension dans les mâchoires, migraine. Ça, c'est typique, c'est parce que justement ce nerf est trop tendu. Et donc on va par exemple masser, mais il suffit de masser, vous pouvez essayer, vous allez voir, masser le tour des yeux, comme ça, pas trop fort, pas trop vite. On fait 3 fois le tour des yeux. Puis on monte, on descend le long du nez. On passe sous la pommette, mâchoire supérieure jusqu'à l'oreille, pommette-oreille, 2-3 fois l'aller-retour, et oreille-menton, 2-3 fois aller-retour, mâchoire inférieure. Et on recommence, on fait 2-3 fois le tour des yeux, comme ça, pas trop vite. Je monte et je descends, je masse, et je ramasse en dessous. Et si vous observez, vous allez sentir votre visage qui est complètement détendu. Il y a vraiment comme si... comme si parfois ça pétille même, etc. Donc, en gros, on détend le trijumeau et en même temps des points d'acupression qui disent à notre système, qui active le parasympathique, qui disent qu'on est en sécurité. Notre système peut se détendre très vite. Donc, ce sont des éléments qui sont assez importants. Et alors, on a autre chose aussi, c'est que un dernier élément dont je n'avais pas parlé, ce sont ce qu'on appelle les réflexes archaïques. Et ces réflexes archaïques peuvent aussi nous impacter par rapport à la gestion des émotions et toutes les techniques qu'on voudrait placer. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui se saisit facilement, il y a un bruit, puis il sursaute, ou quelqu'un qui n'arrive pas à se laisser partir en arrière. Hein, donc les bras vont se lever, le pied va partir en avant ou en arrière. Donc ça c'est le réflexe de Moreau. Vous vous rappelez le réflexe de Moreau, hein, c'est quand le petit chat ou le bébé fait comme ça quand il y a un bruit. En gros, il faut comprendre que ces réflexes, ce sont des réflexes qu'on développe pendant la gestation et après la naissance. Et leur but, c'est de nous aider à mieux apprendre, à mieux collaborer entre les deux hémisphères, mais également à mieux apprendre, avoir des capacités d'apprentissage plus grandes. Si l'environnement n'a pas été sécure, on a 3 réflexes de survie qui ne sont pas intégrés et qui vont provoquer une série de réactions. Je vais vous lire ce que ça donne. Vous allez repérer certainement des personnes et évidemment des managers aussi. On a ce qu'on appelle le réflexe de paralysie par la peur, par exemple. Hein, le réflexe de paralysie par la peur, il va vraiment, en gros, on est bloqué. Par exemple, vous avez des personnes qui sont complètement très mal dans leur corps, en aïkido, hein, donc tu vas repérer ça par des personnes qui sont vraiment en figement assez rapidement, n'arrivent pas à faire certains mouvements, avant-arrière, par exemple, le taï sabaki, hein, notre hélice, notre double hélice, les personnes n'y arrivent pas. Le réflexe de Moreau, hein, les chutes par exemple, c'est très compliqué. Et on a ce qu'on appelle aussi le réflexe de protection. Par exemple, vous allez voir les gens qui ont les épaules rentrées et les jambes très 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 tendues. C'est-à-dire que le genou, ils n'arrivent pas à pousser le genou vers l'arrière. C'est comme s'ils marchaient sur des bâtons comme ça tout raides. Donc c'est le réflexe de protection. Ces 3 réflexes sont des éléments qui doivent être intégrés. Et normalement, ce sont des mouvements que le bébé va faire pendant la gestation, après la gestation, qu'il va faire et qui vont lui permettre d'apprendre. Donc par exemple, si vous avez quelqu'un qui n'a pas fait assez de ramping ou de 4 pattes, eh bien ça peut provoquer même le TDAH, par exemple, hein, les troubles de l'attention, l'hyperactivité. Si un enfant né en césarienne, il va probablement plus que certainement pas tenir en place. Il va s'asseoir dans des positions toujours bizarres, besoin tout le temps de bouger, parce qu'il y a un réflexe qu'on appelle le réflexe tonique asymétrique du cou. En gros, ça fait ça. C'est quand pour naître, je vais étirer un côté et allonger l'autre côté. Puis je fais l'inverse. Et donc ce petit mouvement, ça me permet de sortir, évidemment, hein, par les voies naturelles. Et si on n'est pas sorti par les voies naturelles, ben, le bébé n'a pas dû faire ce mouvement. Du coup, le réflexe reste actif. Et donc, on va repérer ça chez des enfants qui ne tiennent pas en place. Ils s'assiedent dans une position complètement farfelue, les pieds, les bras qui bougent, les jambes qui bougent, etc. Et évidemment, on va tout de suite mettre une étiquette en disant c'est des troubles de l'attention, de l'hyperactivité. Ça se répare ultra facilement, c'est un coussin un peu mou, ni mou ni dur.
on s'assied dessus le plus possible pendant quelques semaines, et ça régule complètement le problème. Donc c'est vraiment important. Je vais nous nommer peut-être certains symptômes, vous allez voir. Je vais juste aller le rechercher ici. Voilà. Donc, toujours en entreprise, si on revient avec la PNL, donc en gros ce qui se passe, c'est que si je travaille en PNL, par exemple, sur ce genre de choses, je ne sais pas les travailler en réalité. Parce que j'ai besoin soit de mouvements, parce que ce sont les mouvements qui vont faciliter l'intégration des choses, soit j'ai besoin de travailler sur le système sympathique et parasympathique. Et à nouveau, le système sympathique et parasympathique, c'est pas par le mental que je vais pouvoir les activer. Il faut que je passe par des stimulations de points, par exemple, ou des respirations. Voilà. Et donc, la PNL, évidemment, nous intéresse pour comprendre comment je peux rentrer dans la communication avec l'autre. Mais ici, j'ai vraiment besoin de psychocorporel. J'ai vraiment besoin des deux éléments sans lesquels je ne sais pas réguler ça. Et si je ne régule pas les réflexes, il faut comprendre que ça va rester actif toute ma vie. Donc, toute ma vie, ça va influencer mes comportements. Je vous en lis deux, hein, donc le réflexe de paralysie par la peur, hein, donc celui où le corps se fige, par exemple. On va repérer ça chez les enfants, mais chez les adultes aussi. Hein. Donc on est très sensible au stress, on fige, on a la sensation d'être paralysé, on peut être timide à l'excès, craintif, inconsolable. Donc on peut vraiment faire des crises de chagrin très très fortes. On est insécure, on peut vivre une profonde anxiété, faire des crises de panique, avoir une peur excessive de l'échec, des séparations, d'être embarrassé. Manque d'initiative, n'essaie pas de nouvelles activités, a peur d'être en groupe, peut s'isoler des autres, réagit au changement avec rigidité et contrôle, a de la difficulté à regarder dans les yeux, peut se replier sur lui-même, être dans sa bulle, manquer de réaction, peut paraître invisible, pour se protéger évidemment, peut faire du mutisme sélectif, avoir l'air déconnecté, peut avoir des traits autistiques, avoir des troubles du sommeil, terreur nocturne, cauchemar, réveil fréquent, n'aime pas les câlins ou être touché, c'est compliqué, surtout si le toucher est léger, parce que c'est vraiment insupportable, est hypersensible au niveau sensoriel, donc que ça soit visuel, tactile, auditif, olfactif, gustatif, manque de maturité émotionnelle et relationnelle, et a une faible estime et confiance en soi. Alors, le moro, donc deuxième réflexe, vous allez voir qu'il y a des points communs, donc anxieux, réagit intensément au stress et au changement, tendance à être aux aguets, sur le qui-vive, en hypervigilance, est en colère, opposant, rigide, contrôlant, peut faire des crises, des explosions émotionnelles. Là, on retrouve l'attachement désorganisé, par exemple. Manque de flexibilité, peut manipuler, contrôler ou dominer. Manque de confiance en soi et en ses possibilités. En gros, le besoin de contrôle et de manipulation, c'est juste pour garder le contrôle. C'est pas un manipulateur, c'est pas un pervers narcissique. Hein. Ce sont des critères. Peut avoir des difficultés de concentration, devenir vite surchargé, a des cycles d'hyperactivité suivis d'une grande fatigue, comme un surmenage, arrive souvent de l'école ou du boulot épuisé, a besoin de se reposer, a peur de prendre des risques pour apprendre, hein, parce qu'on pourrait à nouveau le rejeter, etc. Donc il sera en danger. Manque de concentration, facilement distrait, a tendance à abandonner les tâches difficiles, manque de persévérance, peut avoir un système immunitaire faible, réagit fortement à la lumière, aux odeurs, aux sons, au toucher, comme s'il était agressé, donc une hypersensibilité. Peut avoir des difficultés vestibulaires, donc c'est les nausées, hein, mal de voyage, voiture, etc. Et une insécurité émotionnelle et des défis à s'entendre avec ses pairs. Le système immunitaire, par exemple, vous savez d'où ça vient? En gros, ça vient... En gros, on a étudié des couples qui s'engueulaient, d'accord? Bon, ça n'arrive jamais, hein, mais admettons qu'un couple s'engueule, donc par hasard, eh bien, on observe que le système immunitaire perd jusqu'à 40% de son fonctionnement en 5 millisecondes. En gros, le système sympathique passe aux commandes, il y a une augmentation de cortisol, d'adrénaline, et comme le corps ne sait pas sécréter en 5 millisecondes les taux d'adrénaline dont il aurait besoin, de cortisol, pardon, dont il aurait besoin, il pique une molécule qui est déjà là et il la transforme. Comme ça, il gagne du temps. Et pas de chance, l'hormone en question, c'est la DHEA. Et la DHEA, c'est l'hormone du système immunitaire. Donc, dans le même moment, par exemple, j'ai un simple coup de gueule au volant ou avec mon partenaire, mon système immunitaire peut tomber à 60% d'efficacité. Et il faut 4 heures pour récupérer les 100%, pour autant que on ne continue pas à ruminer. Si je continue à râler, ronchonner, etc., donc je ne fonctionne pas à 100%. C'est pour ça qu'on peut repérer ça chez des enfants, par exemple, qui sont plus fragiles, c'est qu'il y a probablement des niveaux de stress qui sont trop élevés, et donc c'est comme ça qu'on va repérer peut-être l'utilité d'aller les travailler, y compris les réflexes. Donc ces réflexes ont une super grande importance dans notre vie,
parce qu'ils vont nous générer plein de comportements différents, mutisme, évitement, etc., dans les collègues. Pour donner juste un exemple, le fait d'avoir été bercé comme ça, ou comme ça, eh bien, le style de bercement va nous impacter. Donc, merci. Donc, par exemple, quand j'ai eu 17 ans, donc je faisais beaucoup de sport, hein, c'était un pompier, hein, je cherchais à me couper de mon environnement, donc je faisais 20 heures de sport semaine. Donc j'en faisais vraiment beaucoup. Et les médecins, les kinés me disaient, mais Yves, bah, tu es très musclé et tu es très souple. Donc la nuit, hein, la colonne bouge un peu, et le matin, si tu n'étires pas ta colonne, tu écrases, et donc tu te bloques et tu as mal. Et effectivement, en moyenne, 10 jours par mois, je me bloquais. Donc j'avais appris à vivre avec ça. Donc je faisais du javelot, du handball, des arts martiaux, et hein, du cheval, bref. Donc j'ai appris à vivre avec ça. Sauf qu'à 50 ans, j'avais un rendez-vous chez un collègue pour travailler quelque chose, et je me bloque le matin même. Et je me dis, ah, je suis parti pour 10 jours. Donc, quand j'arrive chez lui, je lui explique ça. Je dis, écoute, est-ce que tu serais OK de me remettre la colonne en place, les vertèbres qui ont bougé, comme ça, j'ai pas 10 jours à mort sur ma chic. Et le gars me dit, mais ça t'arrive souvent? Je dis, ben, écoute, 10 jours par mois depuis 33 ans, donc ça faisait 11 ans de ma vie complète, si on veut. Et il me dit, mais tu sais, c'est un réflexe. Je dis, probablement que tu n'as pas été bercé comme ça, et je parie que tu es incapable de faire du skateboard ou de la planche à voile. Je dis, ben écoute, c'est vrai, j'ai toujours voulu faire du skateboard, de la planche à voile, je suis pas foutu d'en faire, dès que je mets un pied dessus, je tombe. Donc pourtant, dans les arts martiaux, j'ai un bon équilibre, mais là, j'arrive pas, impossible. Donc il m'a fait faire un auto-bercement au sol, il m'a fallu 45 minutes avant d'y arriver, je n'y arrivais pas, mon corps était comme un morceau de bois, complètement bloqué. Ce qui me rappelait d'ailleurs mon maître d'aïkido qui me disait que je devais toujours détendre mes épaules, mais ça venait de là, c'était complètement monobloc. Donc après 45 minutes, au moment où j'ai commencé à pouvoir faire le mouvement, la douleur a disparu. Je l'ai fait pendant quelques semaines, hein, ce mouvement, et ça n'est jamais revenu. On est 10 ans plus tard, ça n'est jamais revenu. Donc c'est vraiment des choses qui nous impactent toute notre vie si on n'y prend pas garde, et donc c'est vraiment important. Et tout ça va jouer sur, du coup, nos comportements, et donc sur notre caractère ou nos humeurs, et on a tendance à croire que c'est notre identité, mais c'est pas notre identité. L'identité de base d'un être humain, c'est la compassion, c'est la confiance, c'est une forme d'amour inconditionnel. Ça, c'est notre base. Dès qu'on observe des variations sur ce thème-là, c'est qu'il y a des blessures, c'est qu'il y a des choses qui ne conviennent pas. Donc, Yves, est-ce que tu fais un parallèle ou un rapprochement? Ça fait quelques mois que je suis très intéressé par la théorie polyvagale et tout ce qui est autour du nerf vague. oui, c'est ce que j'utilise tout le temps, moi, depuis 10 ans, 15 ans. Là. En gros, quand Stephen Porges a écrit sa théorie il y a 25 ans maintenant à peu près, donc je crois que 5 ans après, j'ai découvert ça. Et effectivement, dans les techniques qu'on utilise, on travaille systématiquement sur le système vagal et polyvagal, parce que en gros, c'est pour ça qu'il faut passer par le corps à un moment donné. Le corps va rester figé. Donc, on doit retrouver aussi une connexion via le corps et pas uniquement par le mental. En gros, ce qui se passe, c'est que dans nos parts, hein, donc dans le dialogue des parts, par exemple, de ces ego-states, si je fais un dialogue de parts, en m'exprimant auprès de mes parts qui sont en souffrance, c'est du mental vers du mental. Parce que il y a un élément dont je n'ai pas encore parlé, c'est que notre mémoire identitaire, elle apparaît à peu près vers 3-4 ans. D'accord? Donc, la mémoire identitaire, c'est-à-dire que je me souviens de moi, en tant qu'individu. Parfois, vous avez des souvenirs antérieurs à ces 3 ans, mais c'est souvent des souvenirs où vous allez vous voir, ce qui n'est pas très logique. Hein, normalement, vous n'étiez pas devant des miroirs, donc normalement, hein, on ne se baladait pas devant des miroirs pour se voir. Donc ça veut dire que c'est une mémoire qui est construite ou reconstruite en tout ou en partie. On sait qu'on a à peu près un tiers de nos souvenirs qui sont faux, parce que notre système continue à les adapter pour qu'ils restent congruents avec qui nous sommes aujourd'hui. Et évidemment, je ne pense pas à une situation de la même manière à 5 ans qu'à 15, 25 ou 55. Donc le cerveau adapte et corrige certains éléments, mais du coup les transforme. Donc, dans cette mémoire identitaire, si elle n'est pas créée, que j'ai une blessure d'attachement qui est antérieure aux 3 ans, ce qui est évidemment souvent le cas quand c'est une blessure d'attachement, eh bien ça veut dire qu'il y a un programme qui s'est déjà développé, hein, c'est le fameux manager, hein, le roi des managers, le self-lag, et lui il est persuadé qu'il est nous puisqu'il a toujours été là, dans sa conscience. Donc quand on commence à découvrir l'individu, l'individuation, ben, le programme il est déjà installé. Donc il est persuadé qu'il est nous. Et donc il va rester collé à nous
Donc c'est un problème qui est très bienveillant, hein, il exprime beaucoup de compassion, mais il est tout le temps dans le faire, il agit. C'est à ça qu'on repère les parts. Une part, elle agit, elle est tout le temps dans le faire. Action, réaction, comme dans le bouddhisme. Action, réaction. Si on est dans le self, on n'a pas besoin de ça. On est bien. On ne se pose pas la question. Les parts que nous avons, si elles sont en contact avec ce self, elles se déposent toutes seules. Elles se détendent toutes seules. C'est instantané. Si je suis en train de faire des choses pour arriver à obtenir cette détente, eh bien c'est qu'il y a un programme qui fait quelque chose, et donc on n'aura pas la totalité du déchargement. Il restera toujours un fond de stress ou de sensibilité dont on ne se débarrassera pas. Donc effectivement, la théorie polyvagale est très importante pour comprendre ces mécanismes, et on va utiliser des choses. Par exemple, en théorie polyvagale, on pourrait mettre les mains comme ça ici sous le torse, faire des bercements avant-arrière ou gauche-droite pour voir un peu comment ça se passe, ça se détend. Mais si je ne travaille pas les réflexes archaïques qui sont impactés, même la théorie polyvagale n'est pas suffisante. Parce que le réflexe, lui, il va continuer à dire qu'on est en danger, et donc en gros, il va réactiver chaque fois le système vagal. Donc on a besoin de toute une série de couches pour obtenir le calme vraiment, réellement intérieur. Donc, en gros, quand on travaille sur ça, on a une phase de désensibilisation, puis il y a un retraitement de l'information, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la situation de la même manière, et puis il y a une phase de réparation. La réparation, dès qu'on touche à de l'attachement, ou aux relations, ou à la communication, elle ne peut venir que de la compassion que je ressens spontanément vis-à-vis de moi-même, de mon système, de mes parts, et éventuellement de celle de l'autre. Et donc c'est cette expérience-là qui va permettre à ces parts, à ces programmes, de lâcher leur fonctionnement, parce qu'ils sont en contact avec l'adulte. Si j'étais enfant, c'est l'adulte, le parent qui aurait dû me donner cette sécurité. Et donc ici, aujourd'hui, c'est moi, adulte, qui dois être dans la capacité de me donner cette sécurité, mais pas dans l'agir, pas dans le faire, juste dans l'expérimentation de cette compassion de fond. C'est vraiment important. Et l'autre élément, c'est sortir du figement. Donc, si on est en figement, on ne sait rien faire. Par exemple, quand je travaille avec des personnes qui ont été abusées, maltraitées, ça peut être viol, inceste et autres, un des éléments super importants, je les envoie toujours à un moment donné, quand elles sont déjà un peu plus prêtes, faire un art martial. Donc, je les envoie faire de l'aïkido, faire du craft ou du systéma, par exemple. Pourquoi? Pour sortir, pour que le corps redevienne dynamique. Parce que dans la majeure partie des cas, les personnes ont subi, n'ont pas pu mobiliser le corps est resté en figement, et on doit sortir du figement. Et les aider par des exercices physiques, par exemple, dans un cadre un peu plus martial. Bon, moi, évidemment, je suis un fan de l'aïkido, donc je préfère l'aïkido, mais si on le fait dans ce cadre-là, eh bien, effectivement, la personne, il y a vraiment comment dire, une intégration, une digestion de la blessure qui est accélérée. J'ai des dizaines d'exemples de femmes que j'ai envoyées faire ça, ou même d'hommes. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Mais il faut trouver un cadre bienveillant. Donc, par exemple, toi, je pourrais t'envoyer à toi, Christian, des personnes. Voilà, c'est vraiment très important parce que sinon, le corps va rester dans le figement. Et donc, c'est pour l'aider à ressortir, de récupérer cette dynamique. Et c'est pas pour ça qu'il doit devenir ceinture noire de Krav Maga, mais c'est que le corps ait été mobilisé dans un contexte de stress, mais dans un contexte bienveillant. Et le reste, c'est toujours cette bienveillance qu'on se donne à soi-même, la bientraitance. Donc, tu vois, si je reviens maintenant avec la PNL et PNL hypnose, hein, en gros, ce sont des techniques qui sont intéressantes pour comprendre ce qui se passe, mais je peux pas les utiliser en thérapie réellement, sauf parfois les fameuses sous-modalités. Les sous-modalités, on peut changer, tu vois, des contextes, hein, transformer en écran géant, diminuer, mettre en noir et blanc, bref, utiliser le cerveau qui va suivre notre imaginaire et qui, du coup, on va essayer de casser des patterns. Hein, c'est un peu comme si je vous dis, je vous interdis de penser à un éléphant rose. Hein, évidemment, c'est trop tard. Le fait de l'énoncer, on y pense automatiquement. Et donc, on peut utiliser ce type de technique pour casser un pattern. Moi, personnellement, ce que je vais beaucoup utiliser, c'est la thérapie provocatrice. Donc c'est l'humour, mais qui vient du cœur. Donc, c'est Frank Farrelly qui a été le concepteur de ça. Puis, moi, j'ai étudié avec des élèves directs qui étaient Steve Wells et David Lay, qui sont deux Australiens, un médecin et un psychologue. C'est une technique que j'adore, mais on va sortir parfois des énormités, mais elles viennent du cœur, et c'est tellement extrême que la personne dit, bah non, quand même, non, et du coup, ça fait remonter les ressources. Mais ça connecte aussi avec le lien, parce que comme on est dans de l'amour spontané, vraiment de la compassion spontanée, la personne voit bien qu'on ne pense pas évidemment un traître mot de ce qu'on raconte,
d'atroce par rapport à la personne, le système est interpellé et puis ça fait remonter les ressources. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut faire. Donc là, on peut retrouver ces fameuses sous-modalités, tu vois, où on peut de nouveau déplacer les choses pour aller s'adresser à la personne à un niveau différent de ce que son système pensait. Enfin, un niveau différent de ce que le système de la personne est connecté. Et donc c'est vrai que ça permet parfois de sortir des trucs complètement abracadabrants. Hier, j'ai fait une session en institution. Il y a une personne qui avait perdu sa mère là il y a quelques mois. Elle était complètement figée dans le système. Et donc j'ai détendu son système. Exercice au sol, hein, donc auto-bercement, les réflexes. On a permis au corps de vider l'excédent de stress. On a commencé à faire du tapping. Puis à un moment donné, bon, la connexion était plutôt bonne. Et à un moment donné, j'ai commencé à dire, voilà, je dis, même s'il y a une part de moi qui, je dis, voilà, qui n'aurait pas voulu que voilà, que ma mère ne décède, hein, qui aurait voulu qu'elle soit éternelle et immortelle. Je dis, je suis pas encore tout à fait une déesse, même si je suis une chouette personne, etc. D'un autre côté, j'ai hein, la vie, c'est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Et ne prenez pas la vie trop au sérieux parce que de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. Mais mon ton était tellement neutre que la personne me regardait, ça collait pas évidemment. Et puis juste après, on fait un sourire idiot, évidemment, du style. Hein. Et puis donc, le système, la personne est bousculée, ça crée une confusion. Et évidemment, ça fait remonter l'émotion ou la compréhension. Et donc ici, c'est ce qui s'est passé avec cette dame, c'est qu'à un moment, elle a dit, mais en gros, je sais qu'elle m'aime et qu'elle est toujours dans mon cœur. Je dis, ok, donc elle n'a pas disparu. C'est quelqu'un qui dit, après la mort, il n'y a plus rien. Je dis, ok, il n'y a plus rien après la mort, mais dans votre cœur, elle est toujours là. Donc, une des façons de réparer le deuil, c'était de lui dire, ok, mais comment est-ce que vous pourriez honorer tout l'amour que vous avez reçu et que vous lui portez dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour honorer cet amour et le partager? En gros, si vous réfléchissez, c'est de nouveau sortir de la passivité, hein, je subis, à l'action. Donc, je deviens dynamique. Si je deviens dynamique, ben, je rentre dans un processus de vie, tout simplement. La vie, c'est dynamique. Et donc, je ne suis plus dans le figement, je ne subis plus. Et donc, on peut faire ça pour toutes les situations. Hein, quelle qu'elle soit, pardon, on peut vraiment rester dans cette idée de je sors du figement et je fais quelque chose. Hein, je me donne du sens et j'agis. Ou alors, je suis dans le self. Hein, vraiment cet espace de calme spontané, et alors je suis plus Bouddha et Bouddhette, et donc tout va bien, voilà. Moi j'ai déjà les cheveux, je commence à un peu à avoir le bidou, mais bon, j'ai pas encore tout le reste. Donc, tout va Et bien. qu'est-ce que tu penses par rapport aux autres manières de travailler, par exemple imprinting, par exemple changement d'histoire de vie, et même, à la limite, je vais Voilà. même plus loin, Alors, les constellations familiales qui permettent de revivre, ouais. etc. En gros, moi, c'est toutes des techniques que je n'aime pas beaucoup, pour une raison très C'est pour simple. ça que je te le demande. D'abord parce que, bon, je les ai expérimentés, évidemment, hein, j'ai fait de l'hypnose, donc je les ai utilisés, mais dans les traumas, ça marche pas. Même en hypnose, quand on dit que ça fonctionne, c'est pas totalement vrai. En gros, ce qui se passe en hypnose, le concept, c'est d'isoler la mémoire traumatique, et sur cette mémoire, on installe une nouvelle histoire. Et on laisse l'inconscient, on va dire, renforcer cette histoire pour qu'on adhère à cette nouvelle histoire. Le problème, c'est que la blessure, elle est toujours là. Elle n'est pas réparée. Hein. Elle est toujours là. Et donc, s'il suffit qu'il y ait une porte d'entrée qui vienne accéder à nouveau à la mémoire traumatique et elle se redéclenche. Et ça, c'est des choses qui sont régulières. Donc, c'est pas une très bonne idée. Et même si elles sont isolées, le problème, c'est que ça génère une tension qui est toujours là. En gros, c'est des sous-personnalités. Si je fais du reimprinting, il y a par exemple Matrix reimprinting, hein, donc on va dans une matrice, on s'imagine qu'on fait quelque chose. Toutes les visualisations, il faut comprendre que les visualisations, elles passent par où? Par mon corps ou par ma tête, à la base? Par la tête. Donc, je m'adresse à mon mental pour faire un dialogue avec moi-même ou des parts de moi pour créer quelque chose de nouveau. Donc, en gros, je renforce les parties contrôle, en réalité, quand je fais ça. Hein, quand on voit les ego states, je renforce les managers quand je fais ça. Donc, ça peut amener un soulagement, même parfois très, très important, mais ça ne va pas résoudre le problème. Et ça peut revenir. Donc, la difficulté, elle est là, principalement. Hein. J'avais fait une conférence il y a déjà une bonne dizaine d'années avec l'Arche à Paris. C'était aussi sur la hypnose, thérapie provocatrice. Et j'expliquais déjà ça à l'époque. C'est qu'effectivement, dans mon raisonnement, c'est que, bon, comme j'étais un enfant battu, j'ai beaucoup travaillé sur moi, forcément, et j'observais, même en ego state, en IFS, je voyais qu'il y avait beaucoup de bienveillance pour mes parts blessées,
mais elle ne se déposait pas complètement. Et à un moment, ça a fait tilt, parce qu'au bout de 2 ans, je te dis, bon, écoute, au bout de 2 ans, j'ai toujours autant d'amour, mais elle a toujours pas décharge avec moi. Il reste toujours un fond qui m'active. Et donc c'est là que ça a tilté. J'ai dit, mais oui, mais c'est normal. Je demande à mon système d'être jugé parti. J'ai une blessure qui est antérieure à l'identité, donc elle est collée à moi à fond. Je ne me rends même pas compte que c'est un programme, mais il est quand même tout le temps dans le faire. Il veut toujours aider. D'accord? Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc c'est comme ça que j'ai fini par créer mon outil qui s'appelle SEB, hein, Self Emotional Balancing, que j'enseigne aux thérapeutes, pour revenir vers l'observation du corps. Tu vois. Et donc la théorie polyvagale, évidemment, est très importante parce que ça va permettre de décharger le système vagal, mais en même temps, on va faire l'expérience d'observer le corps. Et là, je reviens aussi vers du mindfulness, mais pas du mindfulness tel qu'il est enseigné en Occident. En Occident, le mindfulness, la majeure partie des écoles vont vous dire, il faut d'abord trouver la posture, hein, hop, et puis vous allez pratiquer 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure. Donc c'est très très séquentiel. En gros, c'est très formel, c'est très managérial. Et le problème, c'est que là-dedans, si tu n'as pas de blessure, il n'y a pas de problème. Si tu as un trauma simple, il n'y a pas de problème. Mais si tu as un trauma complexe, et si en plus il y a des blessures d'attachement, là ça devient une catastrophe. À tel point que j'ai même accompagné 2 moines zen en thérapie, hein. Donc c'est aussi ça qui m'a fait tilter, hein. Je me suis dit à un moment, c'est quand même un peu paradoxal que 2 moines zen, mais occidentaux, viennent me voir parce que l'un avait déclenché, enfin il buvait en gros, et il se cachait pour boire, et l'autre a jeté tout la sangha, la communauté, après 50 pratiques quotidiennes, tout mis à la poubelle, parce que voilà, tout le système avait explosé. Et ça, c'est typique des sous-personnalités. Une part mentale à forcer, si je force, je renforce. Hein. Vous vous rappelez les phrases de Jung, hein, si tout ce à quoi je m'oppose résiste, tout ce à quoi je résiste persiste. Donc on ne peut pas nettoyer, on ne peut pas sortir de ça. Donc à un moment, il faut revenir à l'observation du corps. Et les pratiques de méditation compassionnelle, c'est des choses que, voilà, que je fais depuis des années, des années, des années. Ça, c'est ce qui viendra réparer après. Si j'arrive à être dans la compassion spontanée, ça se fait tout seul. Si j'observe le calme dans mon corps quand je suis dans cette intention, c'est une intention, c'est pas une action de compassion, le système se dépose. Si je reste dans l'agir, le faire, donc reimprinting, nouvelle histoire de vie, etc., eh bien, je suis dans l'agir, ça ne fonctionnera pas. Ou en tout cas, pas complètement. J'ai déjà eu Donc, beaucoup. les gens comme Chris Germer avec sa MSC, Mindful Self-Compassion, ils sont plutôt sur la meilleure voie que la mindfulness un peu trop neutre, trop abstrait et Mais découpée, quoi. en gros, ce qui se passe, je connais pas ce courant-là. Mais comment tu l'appelles? Chris Germer, Ok, je euh, vais le noter. Mindful Self-Compassion, c'est une tendance qui met l'accent sur la compassion par rapport à soi, par rapport aux difficultés qu'on vit. Euh, En fait, on sort de la mindfulness neutre, tu vois? Oui, mais alors, même chose, tu vois, donc, en gros, c'est ce qu'il faudrait checker. Ce qu'il faudrait checker dans cette façon de faire, c'est est-ce qu'on est dans l'agir ou pas? Si on est dans l'agir, c'est cuit. D'accord. C'est too much. Donc, on ne doit pas être dans l'agir, justement. Donc, si tu veux, à la fin, on va arriver dans le mindfulness pur, observer les pensées. Le problème, c'est que il y a une très grosse différence entre les orientaux et les occidentaux. En Asie, ils baignent dans cette culture. Donc, c'est quelque chose qui est totalement naturel, c'est intrinsèque à leur personnalité. Chez nous, pas du tout. Et c'est pour ça que dans les écoles, on est tombé dans le schéma de faire du séquentiel, hein, et pas du global. Et comme on fait du séquentiel, ben, il faut pratiquer comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Et, et là, évidemment, les parties qui auraient été obligées de faire des choses quand on était enfant, elles le vivent comme de nouveau une retraumatisation. Et c'est pour ça que le système entre en résistance, ça va faire des polarisations, je pratique un peu, puis je pratique plus. Hein, il y a plein d'allers-retours, c'est des yo-yo. En gros, c'est devenu un symptôme. Et donc, c'est ça le problème. C'est parce que la posture n'est pas correcte, parce qu'on ne le fait pas à partir du self, on le fait à partir d'une part de moi qui veut faire quelque chose pour me faire du bien, mais qui force. Parce qu'elle n'est pas en conscience de ce qui se passe autour. Et donc, elle force. Si j'ai affaire à une blessure d'attachement, ben, le système, il va dire, ben, ça y est, une fois de plus, on ne m'écoute pas. On m'oblige à terminer mon assiette alors que j'ai pas envie, même si c'est pour mon bien. Et c'est le même Et, mécanisme. Oui, pardon, excuse-moi. À vas-y. propos de ça, je me demande quand j'ai un énorme problème de routine, par exemple, tu vois, je suis incapable de pouvoir rentrer dans une routine, c'est Ben, c'est impossible pour ça. moi. C'est Quand on ça. me dit, il faudrait que tu fasses ça un peu tous les jours. Oui, alors 3 jours, ça va. Le quatrième, déjà, ça commence à me gonfler. Le cinquième, c'est, ben, je vais faire autre chose. Ben, Donc, c'est en fait, exactement ça.
C'est exactement ça. Ce que tu Voilà. décris, c'est ça. C'est-à-dire que derrière, il y a certainement une blessure. Peut-être soit une part de toi, un programme avait besoin de reconnaissance et donc a forcé, 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 ou les parents, ou l'environnement. Et à un moment donné, ton système a dit, stop, ça suffit, ras-le-bol. Et maintenant, dès que tu dois faire quelque chose pour te faire du bien, le système passe en mode survie immédiatement. J'attaque, je fuis, je fais le mort. Et donc le système se bug. Et ça se nettoie, évidemment. Mais Ok. ça nécessite Mhm. un travail repasser par le corps, parce que tu peux être sûr et certain que le paralysie, ce qu'on appelle le RPP, réflexe de paralysie par la peur, qui est sûrement pas intégré, parce que du coup ton système se fige, et donc on doit d'abord passer par le corps, voir ce qui se passe au niveau. Alors c'est vrai qu'on va demander de faire des exercices, mais quand on le fait par le corps, on va dégager quelque chose, tu vas sentir qu'il se passe vraiment quelque chose d'une détente, et après la personne va acquérir la capacité à le faire, parce que tes programmes, tes parts, si tu veux, vont se rendre compte que c'est très bienveillant. On ne force jamais. En gros, par exemple, je dis toujours à tous mes patients, on ne force jamais. Donc, si vous faites un exercice, vous le faites maximum 2 minutes. Si vous sentez qu'après 2 minutes, il n'y a pas un début de détente, vous arrêtez. C'est Ok. fondamental. Mhm. Mais vous réessayez plus tard, 1 heure plus tard, le lendemain. Voilà, en gros, on crée une dynamique. Et nous, en session, par exemple, on va aller travailler sur ce blocage pour justement essayer d'aider le système à se détendre, mais on va passer par le corps. Et si on passe par le corps, le corps, en gros, ce qui se passe, c'est que si tu as été habitué à des niveaux de stress trop élevés pendant trop de temps, quand tu te détends, ton système vit ça comme un signal de danger. En gros, tu es en manque de cortisol, tu es en manque d'adrénaline. Tu es en manque. C'est typique aussi, par exemple, des relations toxiques. Les gens retournent vers une relation toxique parce qu'ils ont l'impression qu'ils connaissent cette relation, ça rassure certaines de leur part, même si c'est toxique. C'est à cause des niveaux de stress. En gros, quand ils sont dans cet environnement toxique, ils ne sont pas en manque de cortisol. Et alors ils vont Ok, ouais. justifier. Mais il peut être Mhm. si gentil parfois. Ah oui, il peut être tellement gentil. Oui, sauf que bah, il l'est pas. Donc, le problème, il est là. Et donc, en gros, pour réhabituer le corps à se détendre, il y a effectivement des exercices qu'on va devoir faire régulièrement. Par exemple, le réflexe archaïque, il faut l'intégrer, c'est minimum 6 semaines, tous les jours. Mais certains exercices vont prendre 20 secondes, ou 30 secondes, 2 minutes. Et d'autres sont un peu plus longs. Mais à la base, c'est pas grave. On démarre un processus et puis à un moment donné, ça se met en place parce que le corps réalise que ah ben ça me fait du bien. Du coup, les parts qui sont en lien disent ah mais ça me fait du bien, c'est pas dangereux. Et donc elles acceptent, elles sont rassurées. Elles D'accord. ne se sont plus obligées de terminer l'assiette. Tu vois, elles disent ah j'ai le choix C'est de. un peu une négociation de partie quelque part, hein, Alors c'est une en négociation, fait. sauf que ça passe pas par le mental. Ça Non, je suis passe, d'accord. ça passe Ouais, par ton corps. Si on le fait par ouais. le mental, Ah ouais, c'est je comprends. ouais, Mm, mais mm. voilà. Est-ce que d'ailleurs, tout à l'heure on parlait des différentes méthodes, je pensais à la méthode narrative, l'approche narrative qui fait que la personne va pouvoir aller vraiment euh, raconter son histoire et aller vraiment chercher des choses émotionnelles aussi, des Ouais. choses qui peuvent vraiment passer par le corps également, du coup. Est-ce que Yes. ça peut être une approche intéressante pour ces Alors, blessures d'attachement, par exemple? mais en gros, ce qui se passe, c'est que quand tu es dans le conversationnel, même narratif, ça reste toujours au niveau mental. Oui, mais tu peux Donc, avoir des ressentis, on peut avoir des choses oui, oui, qui tout à se fait. passent quand même à ce Oui, niveau-là. mais tu répares pas. En gros, Non, si tu alors, veux, le, alors le peut-être cerveau, qu'il y a... Ouais. le cerveau ne fait pas la différence entre une pensée, un discours, un acte, une situation dans laquelle tu participes ou à laquelle tu assistes, un souvenir. Pour lui, tout est vrai, ça se passe maintenant, hein. C'est une des bases Mm, mm, de mm. l'hypnose. On sait que ça fonctionne comme ça. Donc, quand tu fais des techniques de type narratif, conversationnel, le problème, c'est que ça peut donner l'impression de soulager temporairement, mais en Ouais. arrière-fond, ça renforce les mécanismes de défense. Parce que ça rebranche dans le trauma, et si c'est un trauma, eh bien, le trauma se renforce. Et donc, derrière ça, c'est pour ça que parfois, par exemple, dans tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale, notamment avec ce qu'on appelle l'exposition, eh bien, dans des recherches qui ont été faites de façon comparative avec d'autres techniques, eh bien, on est à peine au-dessus du placebo. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Parce que le système, ça te fait du bien au moment même, et derrière, ça renforce d'autres choses. Et même si on peut liquider une Ok. phobie, par exemple, il faut quand même 6 mois hein, en TCC. Normalement, des techniques avec du tapping, ça peut être liquidé en 2 sessions, 3 sessions, ça peut aller très vite, hein. Donc là, il faut 6 mois, à raison de au moins une fois par semaine. Euh, le problème, c'est que derrière ça, si on est dans du conversationnel, ça renforce le réseau, puisque ça rappelle, ça remet en mémoire le réseau, et donc ça peut renforcer les parties contrôle. Et donc, en gros, tu auras des effets secondaires auxquels tu t'attends pas. Peut-être que ton problème premier a disparu, mais ça a généré autre chose. Et donc, c'est pour ça que
toutes ces techniques-là, je suis pas fanat parce que bon, je les ai Mhm. faites beaucoup et je me demandais pourquoi avec les patients ça revenait. Alors que voilà, je maîtrisais plutôt bien l'hypnose, je me disais, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'enjeu? Et puis en comprenant vraiment les ego states, ces états du moi, ces programmes, tu dis, ben oui, c'est logique. Parce que je suis pas au bon niveau, hein. Les niveaux Ok, logiques ouais. hein, en PNL, je suis pas au bon niveau. Je m'adresse à un programme qui lui pense qu'il est la personne, je dois monter un étage au-dessus ou un étage en dessous, je dois revenir vers une perception différente pour générer la perception de ce qu'on appelle le self, c'est-à-dire d'un calme intérieur, non pas par la tête, mais par le corps. Et là, ça change quelque chose. Tu vois? C'est un peu la Donc différence aussi, justement, avec l'effet de thérapie et de coaching, hein, qui sont quand même des mouvements totalement, complètement totalement, différents. totalement, J'ai une totalement. personne qui, par exemple, t'est suivie, tu vois, j'ai demandé au psy, est-ce que faire un coaching, c'est pertinent? Parce que, justement, il y Ouais. a beaucoup de traumas et on n'est pas formé pour travailler là-dessus non plus, hein, de toute façon. Donc, Non, mais c'est vrai que tu peux avoir des voilà. collaborations entre psy et coach. Hein. Mm, J'ai mm. donné Oui, des... oui, mais dans le cas, c'était très important. Oui, Donc, voilà. bah, puis moi, je commence, donc j'ai pas envie de, tu vois, Bon, je veux pas avoir quelque chose de pas adapté. Si non, je puis, reformule un oui, peu voilà. ce que tu disais, Yves, en fait, on est là avec un ensemble de parties, hein, c'est Ouais, state, ouais, etc. En fait, le seul langage possible, c'est à travers le corps, parce que sinon, c'est de prise de tête, comme on dit, hein, on Ouais. s'imagine et on fait comme si, et pour finir, on croit que ça fait du bien, mais en fait, ça revient. Et en fait, la voie royale, c'est par un travail corporel qu'on va pouvoir s'adresser et alors là, c'est un peu la question que je voulais te poser, c'est qu'effectivement, on a ces différentes parties, il y a le pompier, il y a le manager, il y a la partie blessée, etc., etc. Et en fait, on ne va pas au retour à se réidentifier à la partie blessée. Simplement, on prend soin. C'est ça, en fait. En On gros, ce qui prend se passe, soin. c'est que comme on se reconnecte avec cet espace intérieur de compassion spontanée, c'est l'amour inconditionnel que tu recevais normalement quand tu étais C'est ça. enfant. Sauf que c'est toi adulte qui t'es reconnecté avec cette capacité que nous avons. Et donc, les parts vivent cette expérience. Et donc, du coup, elles lâchent peu à peu leurs oripeaux, si tu veux, hein. Elles laissent les ors en dehors du chantier. Hop, elles les lâchent et elles revivent cette expérience d'amour inconditionnel. Et donc, à un moment donné, elles sont complètement réparées par cet amour. Cette énergie revient dans le cycle de la vie, tout simplement, à l'adulte. Hein, c'est plus séparé de nous. On est vraiment... c'est un peu euh, cette phrase que j'aime beaucoup, hein, c'est rassembler ce qui est épars. Donc, on a rassemblé, on retrouve une unité, et c'est une unité qui est spontanée. Et donc, on est effectivement dans un état un peu compassionnel, permanent, quand on est dans cet espace-là. Et du coup, les parts, elles se détendent toutes seules. J'ai pas besoin d'aller négocier avec elles, j'ai plus besoin de faire des grands détours. Ça va très vite. Euh, je peux peut-être montrer. Attends, je vais voir si je peux trouver le vidéo, mais il y a une Je, petite vidéo de 6 minutes. je te le mets en partage, comme ça, ce sera plus facile Ouais, pour toi, parce que sinon. j'aimerais vous la montrer. Alors, c'est un public un peu particulier, mais vous allez voir, donc, la personne ne comprend pas. D'accord? Donc, en gros, c'est quelqu'un qui a un retard mental et qui a une maladie mentale. Il est schizophrène. D'accord? Il est super sympa, hein. N'ayez pas peur, vous n'allez pas vous transformer en chauve-souris, tout va bien. Mais voilà. En gros, c'est une personne qui était complètement activée il entendait des voix, d'accord? Et les voix disaient des trucs pas très sympas. Donc le personnel qui accompagnait commençait à être inquiet parce qu'ils avaient augmenté la médication et ça ne résolvait rien, rien ne partait, ça restait complètement actif. Et donc, ils étaient plutôt inquiets. Donc, il se faisait que j'étais dans l'institution pour accompagner deux autres patients, et donc la directrice me dit, tiens Yves, est-ce que tu serais OK de recevoir Aziz, hein, parce que ça fait 3 semaines et il entend des voix. Et les voix disent tout le temps, on sent la police, tue là, c'est la fin du monde. Bref, le personnel n'était pas très à l'aise avec la situation. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Papapapapam. Avik. Alors, Avik, voilà. Trois sapins, je crois que c'est... Non, c'est pas ça. Florence, Nine. Florence, nous. Ah, voilà. C'est celle-ci. OK. Donc, je vais d'abord l'ouvrir. Et donc, vous allez voir. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais stimuler des points. Et en même temps, on va reconnaître la part qui est présente. D'accord? Donc, vous allez voir. Je vais aller un petit peu plus loin. Voilà, il est là.
Donc, Dis-moi, tu préfères rester en tête-à-tête avec Yves quelques minutes? Oui, oui, Oui? oui. Ok, ça va, je vous laisse. Alors. viens un petit peu plus près comme ça. Ce sera mieux pour la caméra. Voilà. Voilà. Bien. Tu sais ce que je fais? On t'a expliqué un petit peu? Non. Je vais t'expliquer alors. Donc, on appuie sur des points, d'accord? Et les points permettent de se calmer. D'accord? Oui? Donc, je vais un peu te montrer comment ça fonctionne. Oui, Oui? Tu donnes une de tes mains, tu veux dire? Tu poses juste ta main ici. T'as froid? Un petit peu oui, froid? j'ai froid. Oui, hein? Un peu chaud. Donc, tu vois, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à pouvoir se sentir mieux et que ça soit plus stable. Donc, en gros, ici, je n'ai aucune idée de son accès cognitif. Je ne sais pas ce qu'il comprend ou pas. D'accord? Je ne connais pas son histoire de vie. Je l'ai juste croisé sur le parking 2 heures avant et je lui ai dit bonjour. Je suis quelqu'un de plutôt sympa, donc j'ai tendance à dire bonjour aux gens avec un sourire. Donc on s'était juste fait un sourire. Je vais l'utiliser un moment dans la session. Vous allez voir aussi à un moment donné qu'en faisant les points, il y a des souvenirs qui remontent tout seuls, d'accord? Donc ça c'est typique de la simulation de points. C'est le plus longtemps, d'accord? Alors, Vous pouvez parler un peu plus fort? un peu plus fort? Parce que je porte des boules caisses. Ah, mais pourquoi tu prends des boules qui est? Parce que j'entends des voix. Ah, alors tu as mis des boules qui est pour les voir? Eh ben, Elles t'embêtent. je les entends moins fort. D'accord. Et ces voix, justement, ces voix, qu'est-ce qui se passe avec elles? Qu'est-ce qu'elles répondent? Toute la journée, elles me disent tendance, donne-moi-le, ensemble, la police, c'est la fin du monde. Et après plein de trucs que j'arrive pas Pas à dire. fort. Et Carmela me disait que de temps en temps, elle te disait même tu l'as, des trucs comme ça. Hein? Elle te disait parfois aussi tu l'as. Oui, tu oui, l'as. oui, oui. Tu sais ce que tu peux faire avec ces voix, hein? Tu peux dire quand tu l'entends, tu dis bah oui, ok, je t'entends. Tu dis juste je t'entends. Ça, je t'ai entendu. Maintenant, j'ai besoin d'être en paix. Tu peux essayer ça? Essaye un petit peu de dire ça. Je t'entends, mais j'ai besoin d'être en paix. Un peu plus de paix. Je t'entends, mais j'ai besoin d'être en paix. Voilà. Et en même temps, tu stimules un des points. D'accord? Hein? En même temps, tu stimules un des points. Tu vas essayer de le faire toi-même, tu veux bien? Tu vas stimuler comme ça, ici, hein, voilà. Comme ça? Voilà. Et moi, je vais faire ici le bord du doigt en même temps. Tu fais juste ça comme ça, voilà. Et en même temps, tu peux dire, ok, même si j'entends des voix, répète. Même si j'entends des voix, je t'entends, je t'entends, mais j'ai besoin d'être plus calme. mais j'ai besoin d'être plus calme. Et je peux être plus calme, c'est vraiment là. Et je peux être plus calme, et je peux être plus calme. Et je peux être plus calme. C'est beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus cool. Ok. Et observe un peu, regarde un peu dans ton corps, si tu sens que ça te fait du bien ce qu'on fait là. Eh ben, il me donne des coups. Il me donne des coups dans les jambes, des coups dans les mains et des Maintenant? coups dans la tête. Maintenant? Pratiquement tous les jours. Tous les jours, mais maintenant. Non, là, non. Ah, voilà. Et donc, quand on stimule le point, qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Rien. C'est plus calme ou c'est rien? Non, rien. Rien. Tu es calme là? Un peu stressé de vous voir. C'est normal. Parce qu'on ne se connaît pas. Ouais, Pas quand c'est la deuxième fois qu'on se voit. ouais. On s'est vu avant. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu crois qui pourrait se passer avec moi? Eh ben, que les voiles partent. Ah, que les voix partent? Oui. T'as besoin qu'elles restent? Non, je veux pas qu'elles restent. D'accord. Pourquoi tu dis que les voix partent? Ah, parce que ok, tu serais content qu'elles partent. Oui. D'accord. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer que ça puisse être qu'il y en ait moins. D'accord? Ou qu'elles soient moins fortes. Ah oui. D'accord? Donc, ce que tu vas juste faire, tu stimules bien le point. Regardez bien ce qui va se passer. Vous allez voir le corps, il va se passer vraiment un truc. Tu vas juste stimuler le point. Assez vite. Et je voudrais juste que tu observes. Moi, je vais appuyer un point ici qui est là aussi. D'accord? Je voudrais juste que tu observes si tu sens que dans ton corps, tu te détends, si rien ne se passe, ou si ça monte. D'accord? Ou si ça monte. Oui, ou si tu sens que c'est plus difficile. Moins difficile, plus difficile, ou rien ne se passe. Donc, au Je sens que ça monte. qu'est-ce qui monte? Ben, quand j'appuie ici, Oui. quand vous appuyez ici, ça Là. monte. Les voix montent? Ouais, oui. Et qu'est-ce qu'ils disent, les voix? Ensemble, la police, toujours pareil. D'accord. On dit un peu ça. Même si elles disent ensemble, même si elles disent ensemble, Même si elles disent ensemble, je vous entends. je vous entends, Mais moi, j'ai besoin d'être calme. mais moi j'ai besoin d'être calme. Voilà. Et même si vous voulez m'aider, Même si vous voulez m'aider, m'aider,
Moi, j'ai besoin d'être calme maintenant. J'ai besoin d'être calme Maintenant. maintenant. Première réaction, regardez bien Observe le juste ce qui corps. se passe. Observe juste si tu sens que ça se calme maintenant. Voilà, c'est terminé. Hein. Il est calmé, c'est fini. Tu as vu ce qui vient de se passer? Tu t'es détendu dans ton corps. Tu as vu? Voilà. Tu sens que c'est plus calme? Hein? Tu le sens que c'est plus calme? Ouais. Hein, regarde ton corps, on a vraiment senti la différence. Tu vois, donc ce qui peut se passer, si on le fait comme ça, si tu fais ça régulièrement, et souvent, ça va être beaucoup plus calme. C'est drôle, hein? Regarde, on va me montrer avec les mains ce qu'on fait, tu vois. Hein, on stimule ici, moi je suis là, et simplement on t'aide à te calmer. Ah, de nouveau pas d'électricité. Ça relaxe? Ah, Oui, hein? ça me détend. Ça fait du bien, hein? Ouais. Voilà, simplement. Ok, voilà. Donc, juste pour montrer. Donc, ça veut dire que on n'est pas obligé que la personne comprenne hein, ce qui se passe. C'est vraiment, on passe par le corps, on le branche dans le réseau de souvenirs, on stimule un point, le point active le parasympathique, là où son cerveau active le sympathique. En gros, pourquoi les voix étaient là? Parce que le pauvre loulou, on l'a déplacé de Marseille au milieu du Hainaut. Donc le gars, il a perdu tous ses repères. Hein, donc il n'a plus de copains, plus d'endroits, plus de bazar. Il était dans le chaud, il est dans le froid. Bref, donc ça fait 3 semaines que tout son système lui dit danger, 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 danger. Et donc les voix, c'est ça qui se passe. Le souvenir qui est remonté, c'est parce qu'effectivement, il se faisait tabasser dans les quartiers à Marseille. Il assistait à des scènes apocalyptiques. Et donc tout son système disait danger, danger, danger. Donc on sent la police, à la fin du monde, rumination. Je le branche là-dessus, je lui fais juste parler un petit peu, on stimule les points en même temps, ça active le frein, hein, le parasympathique, et pouf. Et on voit vraiment son corps, pouf, terminé. Ça faisait 3 semaines qu'il était activé, il ne se calmait pas, ils avaient augmenté les médications, ça ne fonctionnait pas, et donc voilà, tout le système s'est détendu. Tout le système s'est déposé. Après, ça s'est stabilisé. Après, donc ça veut dire qu'on doit bosser le fond. Donc bosser le fond comment? Ben, on lui demandera de reparler un peu des voix ou de ce qu'il active, en faisant des points. D'accord? Et ça va en général amener une baisse de médication, même parfois une autonomisation, hein, donc appartement supervisé, des choses comme ça. Donc ça, c'est des grands classiques. Donc pour nous, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que si je suis dans un dialogue de parts, je suis cuit, parce qu'une part de moi parle, donc c'est du mental, avec du mental, je suis juge et partie. Je ne peux pas me sortir du truc, c'est impossible. Je ne peux pas passer par les conversations pures. Parfois, à certains moments, ça peut être intéressant pour clarifier ce qui se passe, retrouver les programmes, mais je dois revenir vers l'observation du corps en utilisant les techniques qui permettent au corps d'être le plus calme possible, dans de l'amour bienveillant, de la bientraitance, de la bienveillance. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et donc là, c'est pour ça qu'on ajoutera parfois des respirations compassionnelles, ou avec une intention de compassion, mais pas une action. D'accord? Et là, on peut obtenir des choses. D'accord? Waouh! Voilà. C'est intéressant hein, comme vidéo. Super intéressant. Et c'est vraiment ça. En fait, tu vas à l'encontre de l'idée reçue de dire une partie de moi ou une partie de mon mental s'adresse à une partie de mon mental parce que là, je fais un combat de boxe en fait sur qui va jamais que travailler dans ce sens-là. Et ici, tu prends à contre-pied. Et c'est marrant parce que, en fait, quand je regarde par rapport à ma pratique de l'aïkido et de l'aïkido communication comme je le fais, en fait, j'ai tellement vu que simplement en donnant des consignes en termes de comportement, de bouger, de tourner, de lever, de détendre, Ouais. enfin, tous les réflexes qui sont en fait les gestes du mouvement, qui a priori n'ont pas d'intention autre que faire un beau geste, tout simplement. Mais j'ai vu des milliers de fois qu'en fait, ça a un effet qui va au-delà de simplement l'esthétique du geste. En fait, on voit qu'il y a calme, appréhension, différence entre tension, recevoir. Je peux accueillir dans la détente plutôt que dans la tension et des choses pareilles. Et je trouve que c'est intéressant. Et ce que j'apprécie beaucoup, et j'ai eu beaucoup ça par rapport à l'aïkido. On disait toujours, oui, le ki, l'énergie de l'univers, etc. Je dis, si j'ai besoin de croire à quelque chose pour que ça marche, ben c'est que ça ne marche pas. Donc, en fin de compte, la première chose, c'est agissons, bougeons, dans le sens bouger à travers le corps. Et si après, je suis intéressé d'apprendre des choses en plus, c'est bienvenu, c'est du bonus. Mais si je dois croire avant, c'est peut-être parce que je m'auto-convainc de quelque chose qui n'est pas fonctionnant, quoi.
Oui, en tout cas, ce qui se passe, c'est que quand tu travailles avec des personnes qui sont l'attachement détaché évitant, ça va être la personne qui va être le plus dans le mental et le contrôle, hein. Donc, en général, c'est avec elle que je commence toujours par des bercements et on observe juste ce qui se passe. Et très souvent, c'est on dit OK. Et donc, quand on a montré, ben, forcément, le système il réagit différemment. En gros, on a percé les défenses sont tombées toutes seules. On n'a même pas dû le faire, hein, ça se fait tout seul. Pas besoin de travailler. Donc ça reste, on reste le centre, si tu veux. Le système se déplace, mais effectivement, ça se détend. Ici, c'est bon, et clairement, moi, ce public, j'aime beaucoup travailler avec ce public. Bon, c'est pas un public facile parce qu'il faut tout le temps, comment dire, il faut pas avoir de programme, en gros, hein. Il faut juste être dans l'accueil et voir ce qui se passe. On sait jamais ce qui se passe. Mais je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais pu ne pas travailler avec quelqu'un. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'interviens en institution. Ça n'est jamais arrivé. Donc là, ici, sur le dernier mois, j'ai fait, je sais pas combien, au moins une trentaine de consultations qu'avec ce public-là. J- Jamais eu de problème. Jamais, jamais. Par contre, il faut s'adapter. Voilà. Quelqu'un autiste, je me suis mis au sol. Par exemple, elle était assise au sol, je me suis mis au sol. Rentrer dans la bulle. En gros, c'est rentrer dans la bulle. C'est comprendre comment fonctionne la bulle. Mais une fois qu'elle est comprise, c'est juste revenir vers l'observation, la respiration. Utiliser les neurones miroirs aussi, par exemple, hein. Donc, bah, voilà, tu vois, là, tu viens de répondre à mon neurone miroir. Donc, tu vois, je commence à faire ça, et hein, Christian, tout de suite, oui, oui, oui. Donc, ça, c'est typique des neurones miroirs. Et donc, quand je vois certains comportements, ben, je vais aider, je vais essayer de trouver la façon de faire. Parfois, je peux mettre aussi une musique. Je vais mettre une musique qui fonctionne sur les ondes θ pour les autistes, parce que ça provoque une relaxation profonde. Et c'est une musique de fond qui ressemble un peu à de l'eau, hein, etc. Et donc je le mets en arrière-fond. Et le corps va se détendre. Même si j'ai pas d'accès cognitif, même parfois pas de communication directe, je vais utiliser le non-verbal à ce moment-là. Puis demander à quelqu'un de faire des points si c'est OK de toucher la personne. Si c'est pas OK de la toucher, je le fais devant elle. Parce que si je stimule devant elle, ça active ses neurones miroirs. Et il se passe quelque chose, on l'a déjà vu. Donc, etc. Donc c'est ne jamais être bloqué dans le système. Voilà, c'est toujours rester toutes les opportunités, toutes les possibilités doivent rester ouvertes. Et normalement, ben voilà, les choses vont se déplacer. Alors là, tu vois, là, j'ai tendance à me plonger dans mon propre reptilien et me figer parce que c'est tellement intéressant. Je me dis, on va continuer à l'infini et pourtant, on est quand même limité par le timing. Donc, ce que je vais simplement, c'est voir si les autres participantes ont envie d'en poser une question, une précision avant de tout doucement clôturer parce qu'il faudra bien qu'on le fasse, mais avec beaucoup de compassion. On va se séparer avec beaucoup de compassion. Avec beaucoup d'amour. Voilà. Un commentaire, une question, une réflexion? Bah, non, en fait, déjà merci beaucoup parce que c'était très instructif. Ça permet aussi quelques éclairages sur certaines problématiques. Donc, effectivement, en fait, on parle aussi beaucoup de EFT, quoi, finalement, c'est ça, le tapping, tout ça. Qui peut Donc être l'EFT, aussi une méthode très, très intéressante, finalement, hein. Ouais, mais j'avais commencé, mais j'ai abandonné quand j'ai découvert l'analyse transactionnelle et la PNL. Donc, ben voilà, mais tu vas y revenir, tu vas voir. oui, bah, j'ai les bouquins, hein, remarque, hein. Tu Et vas y j'y suis revenir. parvenue parce que j'ai pas eu le temps. Parce Mais que en gros, ce qui se passe, c'est que finalement, ces outils, ces techniques, elles permettent vraiment au corps de lâcher les choses. Maintenant, il faut savoir le travailler correctement. En EFT, il y a à boire et à manger, hein. Donc, oui. Mhm. l'EFT Oui. clinique, Brigitte Ansoul et moi-même, on l'a développé il y a maintenant plus de 15 ans. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y avait pas de formation clinique. En gros, c'était on tapote, essayer sur tout ce qui est là, persistance, spécificité et persistance. Mais je voyais bien qu'avec certains patients ça fonctionnait, et le même thématique avec un autre patient ça fonctionnait pas. Je me suis dit, bon, ben, il manque des grilles de lecture, quoi, en gros. C'est comme ça qu'on a trouvé qu'il y avait, oui, il y avait des traumas simples, des traumas complexes, il y avait des blessures d'attachement. On peut jouer avec la vitesse de tapping, on peut jouer aussi sur plein d'éléments. Il y a des points que je ne fais pas, par exemple, hein, le dessus de la tête, jamais. Parce que quand j'ai formé dans des institutions qui s'occupent d'enfants placés suite à des problèmes judiciaires de leurs parents, souvent des enfants maltraités, tous les psys m'ont dit, Yves, sur la tête, ça passe pas du tout, les enfants, ça leur fait revivre les traumas. Oui, oui. Donc, j'ai enlevé évidemment ce point-là, parce que ça n'a aucun sens. On le fait déjà là, aucun intérêt d'aller le faire au-dessus, même s'il y a d'autres points, aucun intérêt. Mais ça, tu vois, c'est parce que voilà, les gens ne connaissent pas le trauma en général, donc ils savent pas quelles sont les interactions et les effets. Donc effectivement, voilà, donc on a développé l'EFT clinique, mais après on a continué. Enfin, moi en tout cas, j'ai continué en me disant, mais tiens, même l'EFT clinique, il y a des choses qui bug, donc ça veut dire qu'il y a encore d'autres couches. Et c'est comme ça qu'on a repéré les blessures d'attachement,
et les ego states. Et puis finalement, cette observation qu'il faut revenir vers le corps aussi à un moment donné, de quoi qu'il se passe, c'est allié. On ne peut pas faire la tête sans le corps, ni le corps sans la tête, il faut les deux, et il ne faut pas se Mm. piéger dans une mentalisation. Donc, voilà. Est-ce qu'il existe des études scientifiques qui Oui. valident les cours en EFT? Totalement. Donc il y a presque 200 études qui sont publiées, donc plusieurs universités enseignent. En France, il y a 5 universités qui enseignent l'EFT. Moi, je l'enseigne au Maroc à Mohamedia, qui dépend de l'université de Casablanca. Il y a le NICE en Grande-Bretagne, où ça a été reconnu, l'EFT et le TFT, hein, thérapie du champ mental, qui utilisent les mêmes points ont été reconnus. En gros, maintenant, les TCC, le courant des TCC, intègre ça dans ce qu'ils appellent les TCC de 4e génération. Ils appellent ça les BMSA, c'est Bifocal Multisensory Activation. C'est comme ça qu'ils expliquent le fonctionnement. C'est qu'on focalise sur plusieurs choses à la fois et il y a plusieurs types de stimulation. Et donc en Grande-Bretagne, par exemple, c'est reconnu totalement officiellement. Ça s'appelle les thérapies somatocognitives, dans lesquelles ils ont mis le MDR également. En France, même chose, ça participe à des masters. Moi, là, maintenant, cette année, je commence à enseigner en master et en post-master au Maroc, notamment, etc. Voilà, donc des études, il y en a plein. Par exemple, le docteur Peter Stapleton, il y a 5 ans, avec la Bond University en Australie, a fait de l'imagerie cérébrale et a montré que les points EFT, que les zones du cerveau qui étaient activées par le manque, hein, donc le craving, vraiment les addictions, se désactivaient, redevenaient normales. Donc tout ça, c'est des choses qu'on connaît à fond. D'ailleurs, je pense qu'il y a un bouquin qui est sorti, qu'elle a écrit, et je crois qu'il a même été traduit en français, qui s'appelle La science du tapping ou la science de l'EFT, un truc comme ça. Peter Stapleton. Voilà, donc il n'y a aucun doute par rapport à ça. Quand moi j'ai démarré ces outils il y a plus de 20 ans, il y avait 5 ou 6 études. Maintenant, il y en a allez, c'est vraiment plusieurs centaines, et dans des revues sérieuses, pas sous le manteau, hein, c'est des trucs vraiment sérieux, depuis très très longtemps, hein. Donc Steve Wells, qui était un de mes maîtres en thérapie provocatrice, psychologue en Australie, avait déjà publié il y a une bonne vingtaine d'années une étude sur le travail en EFT, etc. Et voilà, bref. Il y a- Par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a les biais cognitifs. C'est que les gens ont du mal à remettre en cause leurs croyances, et donc du coup, hein, on met ça dans un panier. Il faut savoir que, par exemple, en 2008, je participais à un congrès à Albuquerque de l'Association internationale de psychologie énergétique. Je faisais une conférence et je regardais des émissions sur la télé américaine, et j'ai vu un reportage qui était fait sur la Harvard Medicine School. Donc, l'école de médecine d'Harvard, c'est pas une des plus manchottes, on va dire, hein, ils sont plutôt qualifiés. Et à l'époque, ils introduisaient déjà des guérisseurs dans l'accompagnement des opérations cardiaques en préopératoire, périopératoire et post-opératoire. Et ils avaient mesuré qu'il y avait en moyenne une différence de 300% de jours d'hospitalisation en moins pour les personnes qui s'étaient fait accompagner de cette façon-là. Donc voilà, donc il y a plein de choses, on est solidement en retard sur plein d'éléments. Il y a un autre bouquin qui s'appelle La science de l'intention, c'était Lynn McTaggart. Je l'avais invité d'ailleurs 2 fois, 2, 3 fois en Belgique et en France il y a une dizaine d'années, qui a écrit des bouquins là-dessus avec plein de références. C'est assez intéressant à lire. Ça nous oblige à réouvrir nos neurones. Voilà. Alors, ici, par exemple, avec la VIC, la région Wallonne, en gros, en gros, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs institutions ont parlé des outils que j'utilisais, et donc ils m'ont invité à la journée double diagnostic. Et donc, je suis venu avec cette vidéo-là. Donc, j'ai montré cette vidéo-là. Hein, j'ai expliqué un peu comment ça fonctionnait. Évidemment, ça fait des grands yeux dans l'assistance, hein. Il y avait 150 personnes, 200 personnes, 150 institutions représentées. Et toutes les institutions qui ont utilisé les outils, qui le font, toutes, ça a changé leur vie. Donc la VIC, l'équipe mobile de la VIC a invité, a fait l'hôpital de Bertry, psychiatrique de Bertry, j'ai fait la formation là-bas. Donc je veux dire, c'est de plus en plus connu, intégré, etc. C'est juste que il y a encore beaucoup de croyances sur... voilà, hein, c'est quoi ce truc? Et parfois, il y a une légende urbaine qui traîne aussi, enfin, qui n'est pas une légende urbaine en plus, c'est qu'il y a la millivitude en France. La millivitude, c'est soi-disant l'organisme qui s'occupe des trucs sectaires, mais qui est particulièrement sectaire. En gros, dans leur système, ils ont mis le MDR comme une secte, le tapping évidemment comme une secte, enfin, voilà, plein de choses comme ça. Bon, c'est pas très crédible, mais bon, c'est comme ça. Et par exemple, en EFT, ils l'ont fait parce que Gary Craig, qui est le concepteur de l'EFT, qui
En gros, il n'a rien inventé, Gary Craig, hein. Il a piqué l'idée de Roger Callahan du TFT. Il a pris, on va faire tous les points ensemble et pas sélectionner sur quel point travailler. Et on va donc simplifier, on tapote sur tout. Sauf que il faut savoir qu'aux États-Unis, dans certains États, tu peux pas toucher les patients, et dans d'autres États, tu peux toucher les patients. Donc pour éviter les problèmes, qu'est-ce qu'il a fait? Aux États-Unis, tu peux tout acheter. Donc il a acheté un diplôme de ministre du culte des derniers siens de l'Église de Californie du Sud ou un truc du style. Bref, il s'est acheté un brevet. Comme ça, quand tu es ministre du culte, tu peux toucher les gens. Et donc, pas de problème, où qu'il donne ses cours, etc. Et donc, c'est venu de ça. Et du coup, ça a été interprété comme un truc sectaire. Évidemment, ça n'a rien à voir. Bon, même si Gary Craig n'est pas un personnage que j'adore particulièrement, mais voilà, donc ça vient de là, en partie. Après, l'efficacité, elle est démontrée, hein. Il y a plein d'études. Il y a d'autres outils comme Remap. Remap, par exemple, il a 16 points d'acupression. Sur les 16 points, il en a pris 12 sur lesquels il existait des études universitaires. On sait exactement ce qui se passe. C'est le Remap que j'utilise le plus, plutôt que l'EFT. Mais voilà. Donc, oui, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et ce que je dirais, c'est que, en fait, ces approches n'ont pas besoin de personnes extérieures pour les critiquer. On voit déjà tellement de dérives à l'intérieur même. D'ailleurs, c'est la même chose pour la PNL. D'ailleurs, en fait, il y a des gens qui racontent n'importe quoi avec ça. Et il y a Voilà. EFT, EFT, il y a TFT et TFT, il y a PNL et PNL. Et je pense qu'en fin de compte, c'est à l'intérieur même du système que le système se dénature le plus. Moi, moi, j'ai un rapport haine-attirance. Et pour dire encore en témoignage, quand j'étais allé te voir pour une question de petites phobies que j'avais par rapport à la conduite, hein, enfin bref, je me rappelle très bien, je t'avais dit d'entrée de jeu, on savait qu'on faisait de la PNL, l'aïkido, etc. Et je t'avais dit, ne viens pas avec des salades du style New Age qui vont t'amener, parce que moi, ça ne m'intéresse pas, je préfère arrêter. Il m'a dit, non, 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 on va faire ceci, faire cela. Et ça a été extraordinaire. Donc, je dis, voilà, je l'ai vécu. Et je dis, voilà, pas de salade du style énergie qui viennent partout. Et ma phobie par rapport à la conduite et au coup de volant a diminué de 9 à 3. Maintenant, j'arrive à dormir en voiture, ce que je ne pouvais plus faire depuis ce moment-là. Donc, moi, je suis convaincu d'avance. Il y a Mais pas- aussi, je suis vraiment aussi un peu rebuté par tout ce que je vois et que j'entends, et c'est du grand n'importe quoi, quoi. Et donc, je disais, Ariel, tu parlais d'un bouquin. Moi, je ne peux faire que conseiller ces bouquins, ou que je suis pas un spécialiste dans la matière du tout, pas du tout, mais quand je les lis et que je regarde, et je dis, waouh, ça, c'est des choses ça me parle parce qu'il y a Mhm. ce que j'appelle une rigueur, une Alors, certaine rigueur, et en lesquels, même temps, quelles sont les références alors? je les Quel mettrai dans bouquin? les commentaires de la Ah, ok, vidéo merci. et sur le groupe. Ne vous inquiétez pas. En gros, dans les bouquins, enfin, si tu tapes mon nom, tu les trouveras, mais au niveau professionnel, il y a l'EFT clinique, il y a un livre qui s'appelle La psychologie énergétique et tapping, qui était le tout premier, qui est plus ou moins bien fait, mais qui expose un peu plein de techniques différentes. Bon, il remonte quand même à 2010, hein, donc au niveau des recherches, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. L'EFT clinique, c'est vraiment pour utiliser l'EFT de façon clinique, même si moi je l'utilise encore maintenant de façon un peu différente. Il y a un bouquin aussi sur la thérapie provocatrice, donc ça s'appelle TEP, technique énergétique provocatrice, bon, qui est plutôt rigolo. Moi, c'est une technique que j'aime beaucoup. Et alors, il y a un livre de cas. Il y a vraiment un livre de cas où c'est vraiment tous les cas qui sont décortiqués de A à Z et expliqués pourquoi on travaille, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est un bouquin, c'est le plus récent, je pense, il est de 2020, un truc comme ça. En tout cas, au niveau pro. Donc voilà, mais donc ça c'est des bouquins pro. Alors ne vous faites pas piéger parce qu'il y a d'autres recueils que vous allez trouver comme Compassion, etc. C'est des livres de poèmes, donc c'est des poésies, ça parle pas nécessairement de la compassion. En tout cas, ce sont des recueils. Parce que là il y en a 5 ou 6 publiés aussi, voilà. Donc Bon, ben, 16. Je mais pense que voilà, c'est à moi que revient la cruelle mission de mettre une fin à cet entretien. On avait dit qu'on se limitait à 1h30, on a, mais vous serez on a d'accord avec moi que c'est explosé. difficilement résistible, que c'est vachement intéressant. C'est ça. C'est pour ça que je t'en veux énormément, Yves, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci, hein, tu me réinviteras et on continuera, hein. Il y a toujours une solution. Je pense que oui, oui, il y a pas mal de Sur les choses à dire options. autour et alentour. On en reparlera. Voilà. Ça me donne plein d'idées. Mais J'expliquais voilà, il me reste à te remercier. aussi, Je ne sais pas merci à quoi dire vous. parce que je ne savais pas ce qu'on allait dire avant. Maintenant que j'ai entendu, je dis zut, c'est déjà fini. Mais c'est comme ça, c'est la vie. That's Merci life. beaucoup. Je
pour ta prie. générosité, surtout. Avec plaisir. Bon, je vous embrasse. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne soirée. À Une bientôt. belle soirée. Bye bye. Ciao.